faire des journées d'invitation de nos clients pour leur présenter un petit peu ce qu'on a fait sur la reconversion, leur montrer des parcours qui se sont bien passés avec des personnes qui venaient de la reconversion, qui ont su évoluer, qu'on a accompagné et avec qui ça se passe bien. Donc on espère pouvoir le faire au premier trimestre 2021, mais aussi inviter des clients qui l'ont déjà fait pour leur dire « oui, rassurez-vous, ça se passe bien ». Voilà. C'est important de sensibiliser dans les deux sens, en interne mais également en externe. Et donc là sur la reconversion, donc on a fait un peu le brainstorming auprès d'Econocom au niveau national. On s'est rendu compte que c'était très ouvert et qu'on était on avait envie d'y aller en fait sur cette reconversion. Et donc on fait au cas par cas, par agence, par région, pas tout en même temps, en fonction des besoins. Donc là, par exemple, Grenoble, on a des besoins sur de l'infrastructure et du helpdesk. Donc ça peut être des personnes qui n'ont pas de diplôme. On peut vraiment partir de... On est vraiment très ouvert sur le type de profil que l'on recherche. Et normalement, le 15 octobre, si ce n'est pas annulé à cause des restrictions des événements, on va organiser une visite de notre centre de service à Grenoble pour... montrer déjà nos locaux, montrer et faire intervenir le directeur du centre de service pour expliquer les qualités. Finalement, on n'a pas besoin de compétences parce qu'on va on va former les personnes pour obtenir ces compétences, mais au moins les qualités qu'il faut pour pouvoir accéder à ces postes. Et donc les qualités, ce que le poste contient et comment on peut évoluer. L'objectif, c'est d'évoluer. On arrive en tant que technicien helpdesk, l'objectif à 2 ou 3 ans, c'est de devenir manager, d'occuper une équipe, de devenir responsable de prod. Qu'importe la volonté de la personne, les évolutions sont possibles et c'est ce qu'on veut montrer. On recherche en flux continu ce type de personnes, étant donné qu'il y a beaucoup de projets sur le centre de service, et c'est un centre de service du coup qui est nationalisé. Ça peut être des projets lillois qui viennent sur ce centre de service. Donc le 15 octobre, notre objectif c'est vraiment de communiquer auprès de toutes les femmes qui auraient envie de changer de voie, de leur présenter le métier, les évolutions possibles et comment on va les accompagner. Suite à cette présentation, on a une femme du coup, qui va intervenir pour expliquer à elle son parcours. Montrer un petit peu que finalement l'évolution elle est possible. Ce qu'elle a pu rencontrer comme contraintes, parce que tout n'est pas tout rose, il y en a peut-être eu des choses qui se sont plus ou moins bien passées. Le parcours qu'elle a réalisé, où elle en est aujourd'hui et à quoi elle peut encore prétendre par la suite. Et suite à ça, on va faire des job dating pour pouvoir identifier les personnes qui sont motivées et ensuite les inscrire dans un processus de reconversion avec une formation de 2 mois avec l'embauche à la clé. Voilà. Une fois qu'elles seront intégrées et même en amont de ce dispositif, donc pendant cette reconversion, on a mis un système en place, on va mettre en place un système de tuteurs. Je voulais pas dire marraines parce que ça peut être également des parents. On n'a pas voulu que ce soit que femmes entre femmes, on veut aussi que ce soit des hommes qui puissent accompagner ces femmes. L'objectif c'est qu'elles puissent avoir un référent sur qui compter, avec qui discuter quand on a des craintes. Souvent quand on vient de la reconversion, et c'est des échanges que j'ai pu avoir, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire est-ce que j'ai pas le vrai parcours, et toutes ces choses qu'il faut balayer, parce que si on a avancé avec ces personnes, c'est qu'on y croit, et il faut qu'elles s'y croient aussi. Du coup, c'est vraiment les rassurer techniquement, les rassurer sur la carrière, les rassurer sur les prochaines échéances, et surtout leur donner de la visibilité de ce qu'elles vont faire à l'issue de cette formation. Voilà, donc une fois quand elles sont pendant cette formation, elles seront suivies, accompagnées, et une fois qu'elles commenceront, elles auront toujours ce tuteur, ce référent qui pourra, donc on imagine pendant un an à peu près, la suivre, l'accompagner en dehors de son vrai manager, puisqu'il y a des vrais managers qui s'occupent vraiment de la carrière. Là, c'est plutôt mode reconversion, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et l'accompagner en plus de son vrai manager. Donc on lance ça le 15 octobre, en espérant que ça se passe bien et qu'on puisse surtout faire l'événement. Donc si vous avez déjà des personnes dans votre entourage, des femmes qui peuvent être intéressées par une reconversion, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs on va essayer de faire un gros événement, on verra les restrictions, mais au pire on fera en visio. Voilà, on veut vraiment attirer un maximum de personnes. Et par la suite, donc on lance Grenoble là dans un premier temps, ensuite on va lancer Nantes, Rouen également, parce qu'on a le même type de site, et après on viendra plus sur des reconversions plus dev, plutôt aux alentours de 2021. Voilà. Déjà pas mal d'actions, merci beaucoup Elodie.
Alors, on va voir si on peut passer la parole à Annie. Est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Super. Alors, je pense qu'on on va profiter de ce créneau technique qui fonctionne pour que tu te présentes et puis tu nous dises un petit peu ce que tu fais de beau dans le domaine. C'est à toi. On est toutes oui. Alors, c'était quelques secondes. Est-ce que tu es toujours là, Annie? Bon, on t'entend pas en fait. Bon. C'est une question de micro. Vous m'entendez? Oui, là ça va, on ne bouge plus. Vas-y. Donc, Annie Stenmetz, je suis en charge de la performance environnementale au sein du groupe AG2R La Mondiale, à la direction de l'organisation et des systèmes d'information. Donc, dans mon rôle, il y a deux axes. Il y a à la fois l'axe environnemental avec un objectif de sobriété numérique et surtout de contribution aux objectifs de développement durable du groupe, mais aussi un axe sociétal, puisqu'on est aussi très engagé sur cet axe. Et ma contribution, donc dans tout ce qui est la présence des femmes dans le numérique, s'intègre tout à fait dans cet axe sociétal. Voilà. Alors, tu peux nous parler des actions que tu as gérées dans le cadre de Femmes Numériques? Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans le domaine informatique. J'ai une formation informatique. En fait, j'ai deux compétences, mais avec à la fois économie et informatique. Et donc, j'ai toujours travaillé dans cet environnement. Et c'est vrai que, autant au départ, on ne se posait pas trop de questions sur la présence des femmes, parce que je ne dis pas qu'il y avait une équité, mais en tout cas, il y avait une vraie représentation des femmes. Et qu'on voit qu'au fil du temps, on est de moins en moins nombreuses. Il y a de moins en moins de jeunes femmes, on va dire, et qu'on voit bien qu'il y a une problématique par rapport à ça. Donc, c'est un sujet voilà, qui me touche. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer autour de ça. Et donc, depuis, ça doit faire au moins 3 ans, je me suis impliquée dans les femmes du numérique. Alors au début, c'était un collectif qui regroupe une 50aine d'associations. Et le but, c'était de voir comment prendre en charge cette problématique et voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, parce qu'on se rend compte, là je parle d'une 50aine d'associations, il y a quand même énormément d'initiatives qui sont lancées un peu partout en France. Et on voit qu'elles n'ont pas forcément eu tous les effets escomptés sur les dernières années. Donc c'était se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc je pense que déjà le fait de créer ce collectif et de mettre en relation ces associations, de créer des synergies, déjà ça été, je pense, un des premiers effets de ce collectif. Et après, c'est-à-dire, il y a peut-être besoin de moyens, de plus de visibilité surtout, et ça c'est un aspect très important, on le verra un peu plus tard, cette visibilité qu'on donne grâce à ce collectif et à la fondation, mais c'est aussi créer de la synergie entre tout le monde et d'apporter aussi du financement pour aller plus loin dans toutes ces actions. Alors, il y a donc une fondation qui a été créée il y a bientôt 2 ans, qui va fêter ses 2 ans en décembre. Et donc, il y a 7 projets qui ont été sélectionnés pour être financés. Et j'entendais parler Clara là juste avant, le projet de stage dont il s'occupe est un des projets qui est financé par la fondation. Alors là-dessus, il y a eu un choix de fait par rapport à... Parce que, comme je disais, il y a énormément d'initiatives, mais le but, c'était déjà de dire qu'est-ce qu'on sélectionne comme cible prioritairement. Donc, il y a eu un choix qui a été fait sur ce premier appel à projet, qui était de sélectionner, de retenir plutôt les cibles primaires et secondaires.
puisqu'on se rend compte quand même que ce qui est très structurant dans le choix des enfants, c'est déjà commencer au primaire pour leur donner un peu de goût du numérique et du codage. Mais c'est aussi au moment, par exemple, du stage de troisième, c'est assez déterminant. C'est un moment important dans le choix. Donc le but était d'arriver à trouver ces étapes importantes dans l'évolution des enfants et des adolescents pour voir à quel moment il y aurait le plus de poids, on va dire, dans les actions qui pouvaient être menées. Alors, donc ça, c'est un premier choix qui a été fait. Donc là, on va atteindre la première année des projets. Donc, on va avoir les livrables, je vais en reparler, qui vont arriver là, sur ce trimestre, cette fin d'année. Donc, ça va être vraiment un bon moment et on va pouvoir valoriser tous les résultats. Mais on est déjà en train de penser à la suite. Et donc, à faire un nouvel appel à projet. Donc, on se pose des questions, est-ce qu'on va peut-être citer plus le grand public? Parce que ce qu'on se rend compte également, c'est que forcément, les parents sont partie prenante dans les choix et d'autres personnes également, mais les parents, donc, il y a aussi, par exemple, dans le cadre des projets financés par la Fondation Blaise Pascal, certains d'entre vous doivent les connaître parce qu'ils ont été présents pour Lyon. Et ils ont fait un livret très très bien qu'on va pouvoir diffuser également, un livret à l'attention des parents. Alors c'est vrai que dans un premier temps, eux, ils font beaucoup de marrainage, ils font surtout leur fer de lance, on va dire que c'est des journées, alors à la base c'était pour les maths, mais là ils ont étendu en informatique. C'est des journées filles-maths. Il y a tout un tas, sur une journée, ils font à la fois du speed dating un peu entre des femmes du numérique et des étudiantes pour initier du parrainage et surtout aussi une pièce de théâtre, on va dire, pour montrer un peu tous les biais de genre qu'on peut trouver aussi dans l'éducation, pour en parler d'un, mais aussi dans la vie courante, et qui induisent en fait le choix, enfin plutôt le non-choix des femmes et des filles d'aller dans le numérique. Donc c'est des pièces de théâtre qui sont vraiment très sympathiques et qui ont un vrai effet sur les jeunes filles. Et donc à l'issue de ces journées, ils redonnent ce fameux livret pour les parents. Parce que le but, c'est que si on fait changer d'avis les filles, mais que quand elles rentrent chez elles ont des parents qui ne sont pas moteurs pour les faire aller dans le numérique, on va se retrouver avec un effet qui va être amoindri, voire complètement annihilé. Et pour ça, je me souviens justement, l'année dernière, on a participé au Salon de l'orientation à Paris, donc sur le stand de l'Éducation nationale. Et quand on essayait de faire venir des jeunes filles sur le stand pour leur dire venez voir, on va vous présenter les métiers du numérique, soit la jeune fille d'elle-même disait non, moi ça m'intéresse pas du tout, mais sans connaître, enfin quand on allait un peu plus loin, elle ne connaissait pas du tout les métiers, mais de prime abord, elle ne pouvait pas en entendre parler. Soit c'était carrément les parents qui étaient avec eux. Ils disaient aussi non, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit qu'il faut aussi qu'on cible les parents en plus des élèves. Donc voilà, donc là c'est par exemple un des livrables de ces projets qui peut être diffusé. Et vraiment, il est très très bien fait. Et même nous qui sommes impliqués dans tous ces sujets, c'est toujours intéressant de prendre ce recul et de lire ce type de fascicule. Parce qu'on se rend compte qu'on peut toutes et tous induire des biais de genre dans la façon dont on s'exprime ou dont on agit. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Voilà, donc ce qui est bien aussi, je parlais de l'éducation nationale, c'est que au niveau de la fondation, donc elle a vraiment 3 piliers, donc le collectif dont je parlais, mais là aussi, un engagement de l'État. Alors à l'époque, le ministre en charge, c'était Mounir Majoubi. Depuis, Cédric O a pris la suite
pour, on va dire, servir de sponsor sur cette fondation. Et d'où je parlais, la visibilité, c'est vraiment important et intéressant quand même quand on a des membres du gouvernement qui s'impliquent officiellement sur ce type de sujet. Ça donne quand même du poids. Et la fondation, donc, elle a été créée avec 42 entreprises fondatrices. Je crois que depuis, il y en a d'autres qui se sont joints aux premières. Et dans ces entreprises fondatrices, il y en a certaines qui sont membres de la DIRA. Vous pourrez aller voir sur le site, il y a des entreprises qui sont tout à fait en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi de faire le lien entre cette fondation et la région. Donc là, comme je disais, on arrive, on a eu cette année là qui s'est écoulée avec les projets qui ont été lancés. Et là, donc, on va avoir un certain nombre de livrables. On voit aussi, vu la diversité des projets, qu'on arrive à des résultats qui sont très hyper, mais tout autant intéressants. Alors, Clara en parlait, c'est vrai qu'avec le Covid, on a quand même eu, on se rend compte que les différents projets ont quand même traversé une période un peu difficile et que ça a pu un peu impacter quand même les délais. On est tous pareils, c'était quand même un peu problématique, mais grosso modo, on aura quand même des très beaux résultats pour cette fin d'année. Alors, je parlais des cibles, il y a le primaire, avec des ateliers de familiarisation au codage et aussi du travail sur les stéréotypes, pour déjà au niveau de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons de faire cette prise de conscience. Mais on a aussi tout un tas de projets en collège et lycée, avec les stages de 3e dont on parlait, avec tout un tas d'ateliers pour travailler là-dessus, mais aussi des dispositifs de marrainage, on parlait de rôle modèle, enfin on a vraiment aussi d'accompagner les jeunes filles dans la durée. Je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à des actions ponctuelles, mais il faut aussi prolonger, on va dire, l'effet de ces actions par du marrainage ou par un accompagnement un peu personnalisé pour ne pas perdre le lien et pouvoir suivre aussi l'effet des mesures qui ont été prises. Parce que se pose aussi la question forcément derrière de dire il va falloir à un moment mesurer l'efficacité. Et donc ça, c'est vrai que c'était un des critères dans nos appels à projets, c'est-à-dire c'est bien de faire des actions, mais il faut quand même qu'on arrive à voir celles qui marchent ou celles qui marchent moins bien et comprendre pourquoi elles ne marchent pas bien. Donc, dans tous les projets, on a demandé qu'il y ait un certain nombre de métriques qui soient mis en place. Par exemple, sur les stages, Clara en parlera peut-être, il y a tout un onglet, on peut voir le nombre de stages, enfin, il y a toute une qualification qui est faite. Et ça sera important derrière aussi pour bien adapter les actions et amplifier certaines suivant le bénéfice qu'on en tirera. Alors, voilà, sinon, je pense quand je continue, je pense qu'on va essayer de raison régionale. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe et on travaille donc en fait sur différents sujets. Notre mission, c'est de favoriser en fait l'égalité des chances en accompagnant à la fois l'orientation et l'insertion professionnelle. Donc il y a vraiment deux pôles d'activité dans notre structure. Sur la partie orientation dont je m'occupe plus particulièrement, on a différentes initiatives. Il faut savoir qu'on a été créé par un groupe d'ingénieurs aussi, donc ce qui explique dans notre ADN et dans les missions qu'on propose, qu'on a beaucoup d'actions en lien avec les métiers scientifiques et techniques. Donc sur les différentes initiatives qu'on mène, on a l'initiative qui est plutôt l'initiative historique qui s'appelle Ingénieur technicienne demain. En fait, ça c'est l'initiative assez classique qui consiste à faire connaître les métiers en intervenant dans les collèges, dans les lycées. Donc on n'est pas les seuls à mener ce type d'initiative. La particularité peut-être qu'on aurait sur cette action, c'est que nous, on intervient sous la forme de témoignages-débats. C'est-à-dire qu'à la fois, dans notre intervention, il y a une personne qui est plutôt en charge de déconstruire les représentations, parce qu'encore une fois, on est convaincu qu'il faut travailler sur ces représentations et qu'il faut les identifier, parce que quand on va dans les classes, généralement, les jeunes ne pensent pas être concernés par les stéréotypes, ou en tout cas, oui, peut-être les autres en ont, mais moi, je choisis librement et en toute autonomie mon avenir professionnel, je ne suis influencée en rien du tout.
Donc en fait, dans un premier temps, faire prendre conscience dans la classe qu'en effet, il peut y avoir des biais qui interviennent, ça c'est la première étape. Ensuite, on fait connaître les métiers, parce qu'encore une fois, si dans notre entourage, on n'a personne qui travaille dans les métiers du numérique, dans les métiers techniques, ça nous paraît flou, ça ne nous intéresse pas forcément spontanément, encore plus quand on est une jeune fille. Donc, il y a tout un travail aussi sur la connaissance, la vulgarisation de ces métiers. Et ensuite, on a une professionnelle qui est en poste, qui vient témoigner. Donc là, on a à cœur que ce soit les femmes, justement, pour créer ces histoires de rôle modèle, de pouvoir s'identifier, encore une fois, ça a déjà été évoqué, nous, voilà, on organise ça aussi. Et puis on constatait que parfois les jeunes avaient parfois du mal à se projeter sur une personne qui peut être mère de famille, qui peut qui pourrait être sa mère, typiquement. Donc nous, on propose aussi à des étudiantes de venir témoigner en même temps. Donc on intervient à 3-4 personnes, une personne plutôt qui va coordonner la partie représentation, une femme qui va présenter le milieu de l'entreprise, qui va présenter son quotidien, son métier vulgarisé, et après on présente les études, donc comment on fait pour accéder à ces métiers. On insiste sur le fait qu'il y a différentes voies d'accès possibles, et pour illustrer tout ça, on fait intervenir 2 étudiantes, une plutôt au parcours court, qui va être en UT, en BTS, et une plutôt au profil classique, profil idéal dont on parlait tout à l'heure, école d'ingé ou autre. Et donc ça, on s'aperçoit dans les retours des élèves, dans les questionnaires, que c'est très apprécié par les jeunes, parce qu'ils arrivent plus facilement, peut-être dans le discours ou autre, à s'identifier aux étudiantes. Donc voilà, sur cette opération-là, on sensibilise à environ 3000 jeunes par an. Donc on parle à la fois aux garçons et aux filles, l'information est utile pour tout le monde. Donc depuis qu'on travaille sur ces sujets, c'est 68 000 personnes sensibilisées. Donc voilà, en termes de volume, c'est des opérations intéressantes. Mais encore une fois, on parle d'évaluer ensuite les initiatives, on parle de concrètement ensuite, est-ce que ces jeunes vont pouvoir s'orienter sur ces secteurs, et c'est toute la difficulté. Je pense sincèrement qu'il faut qu'il y ait plusieurs initiatives pour travailler cette thématique. Si on faisait uniquement de la sensibilisation, ça servirait peut-être pas à grand-chose, parce qu'en effet, un parcours d'orientation, c'est comme son nom l'indique, un parcours. Donc il y a plusieurs étapes, il y a des forums d'orientation, on va faire des rencontres, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans les écoles pour intervenir, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres initiatives. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a développé d'autres initiatives pour aller un peu plus loin que la sensibilisation. Et donc là, c'est une initiative plus récente qui s'appelle Hello Web. Et donc là, c'est une initiative qui est cette fois-ci réservée uniquement aux lycéennes. Donc pourquoi, ça pose question parfois, pourquoi vous faites des stages de découverte des métiers du numérique uniquement pour des lycéennes? Parce qu'en fait, des ateliers pour découvrir le code, il en existe déjà pas mal. Et quand on fait la tournée de ces structures, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup plus de garçons qui s'inscrivent que de filles. Alors certains nous disaient, pourtant on a mis une affiche rose avec des paillettes, je comprends pas. Ouais, mais alors est-ce que c'est la bonne manière pour faire venir les filles? Je suis pas certaine. Donc nous on s'est dit, en fait on va simplement réserver les places uniquement pour les filles. De toute manière, si le seul critère pour s'inscrire c'est qu'il faut être une fille, de fait on aura des filles dans nos ateliers. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que là depuis 3 ans on organise ces stages pendant les vacances scolaires. Donc à chaque fois il y a 15 places. L'idée, c'est de pouvoir proposer, de découvrir de manière ludique le numérique en pratiquant en fait sur une semaine différents ateliers. Au début, ça a démarré à Lyon sous un format de mercredi après-midi. Les filles venaient plusieurs mois assister à des ateliers. Et puis l'initiative a plu, on avait des établissements qui étaient en demande de pouvoir proposer l'action. Et donc aujourd'hui, on est passé sur un format de semaine pendant les vacances scolaires en immersion dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui accueille le stage. Nous, on s'occupe d'animer les ateliers. Chaque atelier a un lien avec un métier, et à chaque fois on demande à une personne qui travaille dans l'entreprise de venir illustrer l'atelier par un témoignage. Donc quand on fait l'atelier sur le graphisme, on demande à la personne qui s'occupe de la création des supports ou de la com de venir présenter. Quand on fait l'atelier sur le développement, on demande à une développeuse de venir, et à chaque fois on illustre les métiers. On a aussi un fil conducteur sur cette semaine, c'est la création, par exemple il y a 2 ans c'était la création d'un t-shirt, là c'est la création d'un tote bag, les petits sacs en tissu. Et pourquoi on choisit volontairement un objet du quotidien qui semble banal? Pour montrer en fait que partout il y a du numérique. Et comment on arrive avec cet objet du quotidien à avoir plein de métiers qu'on ne connaît pas derrière. Et ça permet surtout de faire venir des jeunes qui de base n'ont pas du tout envie d'aller dans le secteur du numérique. Parce que c'est pareil, on pourrait se dire on fait une initiative, on va faire venir des filles déjà convaincues, qui ont déjà envie d'être dans l'informatique, et qui du coup, ça va pas nous permettre d'augmenter le vivier de filles intéressées. Donc nous, sur la communication, volontairement, on insiste sur le fait qu'elles vont apprendre à créer un site web, la communication, qu'elles vont créer un t-shirt. Donc ça fait venir des profils aussi plutôt intéressés par le commerce, par la mode, par la com.
Et donc de fait, elles arrivent. Alors bien sûr, on ne va pas leur dire du coup vous faites que du code, on vous a menti, c'est pas le but du tout. Mais en tout cas, on commence le stage par leur faire prendre conscience des représentations, des stéréotypes, leur montrer que le numérique aussi, il y a beaucoup de représentations. On en parlait tout à l'heure, Elodie, sur le geek, etc. Donc on commence par là. Et puis ensuite, le premier atelier, c'est du graphisme, donc elle crée le visuel. Elle voit qu'aussi le numérique peut permettre à faire des choses un peu plus techniques, parce que c'est quand même la création graphique, un aspect un peu technique. On commence par là, et après, ça part un peu plus sur du code. Et il y a des vraies révélations. Pour le coup, ça nous est jamais arrivé qu'une fille venait sur ce stage par simple curiosité sur les métiers qu'elle pensait l'intéresser. C'est jamais arrivé qu'il y en ait une qui quitte le stage en disant c'est aberrant, je m'attendais pas à ça. Au contraire, c'est l'effet inverse qui se produit. Et on a des super success stories du coup à la suite de ces initiatives, à la suite des témoignages de femmes qu'elles ont pu rencontrer. C'est un réseau aussi qui se crée, des jeunes qui viennent d'horizons complètement différents. Nous, on n'a pas de critères spécifiques pour intervenir, pour participer. On peut venir d'un très bon lycée, très bien situé dans le 6e à Lyon, comme on peut venir d'un lycée à Vaux-en-Velin. Enfin, et du coup, ça crée une vraie mixité qui est hyper enrichissante aussi sur ces initiatives. Et donc là, voilà, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Maintenant, on a des sessions à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Grenoble. On a remporté un appel à projet pour faire de l'essaimage national. Donc là, on part sur du coup la région Normandie pour le moment. Et là, donc, on a sensibilisé une centaine de jeunes. Donc tout à l'heure, je vous disais 68 000 jeunes, centaines de jeunes. On n'est pas sur les mêmes volumes, on n'est pas du coup sur le même impact non plus en termes d'engagement. On a 87% des filles qui suivent le stage Hello Web qui ensuite font le choix d'une option quand elles sont en seconde, elles font le choix de l'option numérique, d'une option scientifique. Et on a une fille sur 2 qui ont participé aux sessions, qui après qu'elle termine le lycée, elle rentre dans des études de numérique ou d'ingénierie. Donc quand même une fille sur 2 sur les 100, ça fait qu'aujourd'hui, en 3 ans, on a quand même 50 jeunes filles qui sont parties dans le secteur du numérique ou scientifique. Donc voilà, ça c'est une initiative qui en tout cas est assez innovante dans sa manière d'aborder le sujet. Et on s'est aussi aperçu qu'il y avait certaines filles qui étaient en demande après ce stage de continuer à être accompagnées. Parce qu'il n'y a pas toujours les parents, encore une fois, c'est vrai que les parents dans les questions d'orientation jouent un rôle important et ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir donner l'info ou être là pour accompagner dans la durée. Et donc on avait testé un système de marrainage. Au début on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas bien parce que nous on n'avait pas la ressource pour accompagner le suivi et puis ça ne matchait pas toujours entre les profils. Et donc là, on a remis en place ce marrainage, mais sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les lycéennes, on ne leur oblige pas à la fin de la semaine d'être suivies par une professionnelle, c'est simplement si elles en éprouvent le besoin. Et on a ouvert le marrainage aux étudiantes aussi. Avec voilà, le retour de l'analyse de notre pratique, on s'aperçoit que c'est des binômes qui fonctionnent bien. Et donc on a aussi des étudiantes qui marrainent pour le coup. Ça nous tient à cœur, encore une fois, que ce soit des femmes, nous pour le coup, parce que dans cette idée de pouvoir s'identifier, de pouvoir partager des problématiques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les hommes sur ces sujets, loin de là. D'ailleurs, il y a des hommes qui interviennent dans les écoles aussi, sur la partie plutôt présentation des métiers. Mais pour la partie témoignage, accompagnement individuel, voilà, on a fait ce choix et c'est un parti pris de notre part. Donc voilà un peu pour l'initiative. Et puis, comme je vous le disais, donc, on s'appelle Objectif pour l'emploi. Donc on travaille à partir du collège jusqu'au travail, jusqu'à la recherche d'emploi. Et donc là, on a aussi des initiatives qui accompagnent notamment des femmes qui peuvent être en reconversion, parce qu'encore une fois, c'est aussi là plutôt l'urgence, on va dire, des personnes qui peuvent être plus faciles et plus rapides à rentrer en poste. Et donc là, on a mélangé un peu nos expertises sur justement comment on accompagnait les autres profils en recherche d'emploi et tout le réseau dont on disposait pour faire découvrir les métiers. Et on a développé des initiatives avec des femmes où elles font un peu comme Hello Web, elles découvrent les métiers par la pratique pendant une semaine, et la semaine qui suit, elles travaillent sur leur projet pro, elles découvrent les formations qui existent, et l'idée c'est qu'on les accompagne jusqu'à ce qu'elles rentrent en formation. Et là, on a encore une fois des super success stories, on a des femmes qui étaient orientées par leurs conseillers, conseillères sur des métiers de la santé, de l'accompagnement, du petite enfance, et en fait qui ne se rendaient pas compte qu'elles avaient des appétences pour le numérique, des femmes qui, de par leur vie de famille aussi, pouvaient coder de chez elles et tout en pouvant garder les enfants. Enfin, on a des histoires de femmes qui ensuite se sont orientées sur des métiers très techniques alors qu'elles n'y avaient jamais pensé auparavant. Et encore une fois, la question du réseau est hyper intéressante, puisqu'après, c'est des femmes qui vont s'entraider, qui vont pouvoir aller sur des événements ensemble. Donc typiquement, là, le 15 octobre, à Grenoble, je pense que je vais orienter des femmes sur l'initiative. Voilà. Du coup, c'est hyper important, en tout cas, de pouvoir vulgariser. C'est, je pense, l'un des sujets essentiels, c'est vulgariser et faire connaître, parce qu'à partir du moment où les gens ont conscience en quoi ça consiste,
c'est pas si terrible, c'est possible. Et donc, ça permet en fait tout simplement après de créer des déclics. Et nous, on est un peu partisans de semer des graines par-ci, par-là. Alors, elles germent plus ou moins rapidement en fonction des publics, mais c'est un travail de longue haleine. Et on a souvent envie d'avoir du résultat tout de suite, maintenant. Alors ça peut être un peu frustrant, croyez-moi, voilà, c'est mon métier de travailler sur la déconstruction des représentations, donc je vois pas toujours l'effet immédiatement, mais dans les classes, on voit des prises de conscience à certains moments chez certains jeunes, d'autres qui ça va peut-être leur prendre un peu plus de temps, mais ils auront déjà entendu le discours. Il faut pas penser, je pense, que les jeunes générations sont idiotes ou qu'elles sont pas en capacité sans les parents de faire des décisions. Bien sûr que c'est pas en 1h30 qu'on déconstruit 15 ou 20 ans d'existence dans une société avec plein de stéréotypes. Mais en tout cas, voilà, des graines semées par-ci, par-là, si vous accueillez des stagiaires, si jamais vous avez la possibilité, vous, à votre échelle, de faire quelque chose. On croit un peu en l'effet du petit colibri et on essaye de le diffuser au maximum. Super, merci beaucoup, Julie. Tu veux parler d'abord par rapport à la démo, tu Oui, je rentrerai après. D'accord, ok. Peut-être pour expliquer un petit peu avant pourquoi cette plateforme. Alors, au sein de l'association Moi dans le Design, donc, qui est une association qui agit en faveur de l'égalité des chances, et plus particulièrement sur un accès à une orientation de qualité pour toutes et tous. L'idée pour nous, c'est que pour réussir à ce qu'un jeune fasse un bon choix d'orientation, un choix qui lui convient réellement, il a besoin de découvrir concrètement les métiers avant de s'orienter dans une filière. Donc aujourd'hui, nous, notre principal mode d'action, c'est l'organisation de rencontres en fait en entreprise entre des jeunes et des professionnels sur des stages très courts, donc de 5 jours, pour découvrir concrètement une entreprise, quel monde professionnel. En fait, ce qu'on fait toutes et tous pendant le stage de 3e, je pense que tout le monde s'en souvient un petit peu, c'est la première étape dans la vie professionnelle. Quelque chose qui peut paraître assez marrant maintenant avec un petit peu de distance, mais en fait c'est essentiel pour les jeunes parce que c'est leur première découverte et si cette découverte se passe bien, ça va aussi les dynamiser pour la poursuite de leur cursus et vraiment chercher à avoir une orientation de qualité et puis trouver leur voie surtout. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis 5 ans et pour ça en fait on a mis en place avec l'entreprise sociale MyFuture un dispositif qui s'appelle Stage Découverte. Donc concrètement c'est une plateforme web qui recense des offres de stage. Donc c'est-à-dire que c'est des professionnels volontaires et engagés qui postent sur notre plateforme des offres de stage pour des collégiens, lycéens et des étudiants et qui se rendent disponibles pour accueillir une ou plusieurs fois dans l'année des jeunes en stage. Donc, je vous montrerai juste après si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un dispositif qui recense aujourd'hui à peu près 6000 offres de stage partout en France. Sur l'année scolaire dernière, on a eu à peu près 10 000 collégiens et lycéens qui se sont inscrits sur la plateforme. Donc partout en France, on vise à peu près 25 000 jeunes inscrits cette année. C'est complètement atteignable parce que c'est vraiment les stages de découverte et l'immersion en entreprise, c'est quelque chose qui est de plus important au sein des établissements scolaires. Et donc dans notre dynamique d'orientation, depuis 1 an, on s'est penché plus particulièrement sur les questions de la mixité en entreprise et notamment de l'accès aux métiers techniques et scientifiques pour les jeunes femmes. Donc on a été propulsé grâce à l'appel à projet Femmes numérique, dont on a été lauréat. Et le projet qu'on a proposé, c'est de rendre visibles les métiers du numérique et pour que des jeunes femmes s'orientent dans des filières et fassent le choix d'études du numérique, il faut d'abord qu'elles découvrent concrètement ce que c'est. Parce que ça paraît très obscur et très abstrait pour beaucoup de collégiennes et lycéennes. Et comme on l'a dit, ça paraît surtout pas très glamour à leur âge comme secteur. Et en fait, elles ont peu connaissance de la diversité des métiers et surtout des opportunités d'emploi plus tard. Donc c'est pour ça que nous, on veut proposer d'ici la fin de l'année 2000 offres de stage dans le secteur du numérique. Donc c'est un chiffre qui est assez ambitieux, mais qui est essentiel puisqu'il y a tellement d'emplois et tellement d'entreprises de toute taille qui travaillent dans le numérique. Finalement, aujourd'hui, les jeunes se rendent bien compte qu'il y a du numérique partout. Donc c'est important qu'on puisse aussi ouvrir les portes aux jeunes pour qu'ils puissent découvrir ça. Et pour que des jeunes femmes s'y orientent, parce que c'est encore plus important, si on a des offres mais qu'elles sont toutes pourvues par des hommes, ça ne répond pas à ce qu'on souhaite. Donc en fait, nos offres sur la plateforme, elles sont fléchées en direction des jeunes femmes. Donc concrètement, on a un petit peu biaisé notre algorithme pour que une jeune femme, quand elle s'inscrit, en fait, elle peut référencer des secteurs d'activité qui les intéressent. Donc c'est les grandes familles, les 7 grandes familles de métiers, administratif et gestion, agriculture, et il y a le numérique dans ces options. On voit que rares sont les jeunes femmes qui, à l'inscription, vont décider de choisir ce secteur d'activité pour découverte. On l'a analysé parce qu'on a tous les choix des élèves et c'est vraiment très très rare.
Et donc pour ça, nous on fait en sorte que peu importe le secteur d'activité qu'elles aient choisi, il y ait quand même des offres du numérique qui se glissent dedans. Donc ça peut paraître pas très très correct comme ça. Mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Pour vous donner un exemple très concret, au mois de juillet, on a accueilli dans nos locaux 4 collégiennes en stage et on leur a rien dit, on leur a demandé de s'inscrire sur la plateforme, faire leur parcours utilisateur classique. Et aucune n'a mis le numérique à l'inscription. En revanche, toutes ont choisi une offre du numérique pour candidater. Donc nous, on ne pensait pas qu'il allait y avoir 100% de réussite. Bon, c'est sur un échantillon très restreint, là c'est 4 collégiennes. Mais elles ont été directement attirées en fait, par les offres. Parce que simplement déjà c'était des offres qui étaient bien formulées, qui expliquaient clairement ce que le ou la jeune allait réaliser. Donc pour nous c'est déjà un premier succès, on voit que ça fonctionne. Et puis c'est surtout du coup c'est des métiers qui peuvent attirer si on les met bien en valeur et puis qu'on force un petit peu la main finalement. Donc ça c'est on va dire le gros volet de notre projet, rendre accessibles ces stages. En revanche, on sait qu'accueillir un ou une jeune en stage, c'est pas évident pour tout le monde. De prime abord, ça peut être un peu une corvée pour beaucoup de professionnels de consacrer un temps de 1 journée ou 5 journées à un jeune collégien. On se demande ce qu'on va pouvoir lui apprendre. Et puis il y a toujours cette idée aussi de qu'est-ce que lui ou qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc pour ça, nous, on a tout un volet d'accompagnement des professionnels pour pas les laisser seuls. Parce que si on veut que les jeunes femmes s'orientent dans le numérique, il faut que leur stage, une fois qu'elles y sont, c'est très bien, mais il faut que ce soit une réussite et qu'elles découvrent des choses intéressantes, qu'elles ne soient pas sur une chaise à patienter et à écouter des réunions dont elles ne comprennent absolument rien toute la journée. Donc c'est vraiment important qu'il y ait de la découverte, mais aussi de la mise en pratique. Donc c'est pour ça que nous on construit en fait ce qu'on appelle des guides d'accueil en fait qu'on décline par métier ou par secteur d'activité et dans lesquels on propose en fait pour par exemple si un développeur ou une développeuse va accueillir une jeune femme en stage, on lui propose concrètement quelles idées d'activité est-ce que la jeune femme pourrait faire tout au long de la semaine pour découvrir de façon concrète le métier. Donc ça peut être des choses très concrètes, donc de l'initiation au codage, mais aussi faire des recherches sur les langages informatiques, faire un historique de, je sais pas, par exemple l'informatique en France, c'est des choses très très variées mais qui sont concrètes. Et puis à côté de ça, on propose aussi, on encourage les professionnels à proposer un projet fil rouge, en fait quelque chose sur lequel un élève peut travailler tout au long de la semaine, mettons 1 heure par jour, et pour avoir un livrable à la fin. Donc c'est un petit peu comme l'histoire des tote bags, que c'est bien de redonner confiance aussi aux jeunes et puis qu'ils soient fiers à la fin de la semaine de repartir avec ce qu'ils ont construit. Donc ça peut être, c'est des choses très variées et très simples, ça peut être juste faire son rapport de stage sur WordPress et réussir à maîtriser WordPress. Voilà, des choses très accessibles et surtout ce type de projet, c'est important pour nous qu'ils utilisent des logiciels déjà, mais des logiciels qu'ils puissent réutiliser chez eux. Donc des choses en accès libre pour qu'ensuite, s'ils ont envie de s'y pencher davantage, ils puissent le refaire et qu'il n'y ait pas cette barrière du bon bah non, c'est un prix, c'est un coût, un logiciel, je ne peux pas m'en servir. Donc là, on aurait des nouveaux freins, donc c'est pas, pour nous, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est qui d'ailleurs, si certains ou certaines d'entre vous ont envie d'y jeter un coup d'œil, je pourrais vous les envoyer avec grand plaisir. Donc c'est quelque chose, là on en a 4 sur des grandes branches du numérique et on les décline ensuite par fiche métier. Donc vraiment, si une personne veut des idées d'activités précises sur son métier, on peut également lui fournir. Donc ça, c'est un premier volet de notre accompagnement qu'on construit avec Annie, du coup, qui est à distance aussi, où on a beaucoup discuté pour rendre ces guides dynamiques et puis avec beaucoup de cas pratiques. Il y a un planning dans les guides avec des temps dédiés. Par exemple, on peut dédier 2 heures dans la semaine à l'initiation au code, des choses vraiment très pratiques. Et puis à côté, donc là, on est vraiment dans des professionnels engagés parce qu'ils ont déjà accepté d'ouvrir leurs portes, mais on mène aussi des ateliers en ligne de sensibilisation au biais de genre. En fait, on a construit un guide également d'une 20aine de pages, mais très ludique ou à destination des professionnels. On traite un petit peu de tous les biais de genre aujourd'hui, donc dans le numérique, mais on n'a pas vocation à stigmatiser le numérique, c'est malheureusement le cas aussi dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et puis c'est surtout un guide où on donne un petit peu des bonnes pratiques à mettre en place si on souhaite accueillir une jeune femme pendant 5 jours, donc des bonnes pratiques à mettre en place au sein des équipes pour que la jeune femme se sente accueillie et intégrée, parce que découvrir une entreprise à 14 ans, c'est pas non plus facile de s'intégrer dans des équipes et de découvrir différents métiers. Et donc pendant 1h30, on échange avec plein de professionnels. Ce qui est enrichissant dans ces ateliers, c'est que on peut les dédier à une entreprise, mais là, sur tous les formats qu'on a fait, il y avait des professionnels de plein de structures différentes, donc aussi bien de grands groupes, qui a participé aussi, on avait des structures associatives,
Et l'idée, c'est que du coup, il y a aussi des échanges de bonnes pratiques entre professionnels et des témoignages. C'est important de se dire que il y a d'autres personnes aussi qui s'engagent, que c'est pas toujours les mêmes personnes qui portent des projets, et de pouvoir échanger ensemble sur peut-être, il y a plein d'entreprises en plus qui ont des bonnes idées d'activités qu'on peut reproduire, donc c'est vraiment de l'échange de bonnes pratiques. Donc ça, c'est des ateliers qu'on a commencé à mettre en place cet été. On a fait 3 sessions pilotes pour faire en sorte que ces ateliers soient vraiment concrets et puis pas trop denses et avec beaucoup d'interactions, parce que l'idée, c'est que c'est pas très intéressant d'entendre quelqu'un parler pendant 1h30 si on n'a pas d'interaction ensemble. Et puis ça, on va les mettre à disposition en fait, de toutes les structures qui sont sur notre plateforme, si elles souhaitent de discuter, puis surtout avoir des idées de comment réussir à organiser une semaine de stage, comment organiser un planning, sur des volets aussi un petit peu moins rigolos, administratifs, de convention de stage. Voilà. Faire en sorte que vraiment les professionnels ne soient pas perdus et qu'on les accompagne au plus loin possible, et puis qu'ils aient à la fois, eux, envie de recommencer l'expérience et d'accueillir d'autres jeunes, parce qu'évidemment, c'est notre but premier, et surtout que les jeunes qui sont accueillis aient envie de découvrir, de refaire un stage dans ce secteur. Parce que nous, on est sur des formats de stage de 5 jours, donc ça peut paraître très court pour découvrir un métier, mais on suit nos jeunes pour les encourager à faire d'autres stages. Et leur dire que si ce métier ne leur a pas plu, c'est pas une fatalité. En revanche, c'est bien de découvrir d'autres métiers pour construire quelque chose qui leur plaît réellement. Et ça fonctionne très bien. On a beaucoup de jeunes qui reviennent, qui sont au lycée, qui sont hyper volontaires pendant leurs vacances scolaires pour aller rencontrer des professionnels. Donc ça, on est super contents parce que ça veut dire qu'ils se cantonnent pas au stage obligatoire de la 3e et que même pendant le lycée, ils ont envie de poursuivre cet engagement. D'autant plus que, là, il y a un rapport qui est sorti, mais il y a beaucoup de lycéens qui regrettent de ne pas avoir pu découvrir davantage le monde professionnel, d'avoir eu beaucoup de présentations d'école, mais peu de présentations métiers. Donc ça nous conforte dans notre activité, dans notre volonté de continuer à leur faire découvrir. Et puis, évidemment, on a un accompagnement des jeunes, ça c'est évident et obligatoire. Donc un accompagnement qu'on dédie à tous les jeunes sur l'orientation de façon générale, les lettres de motivation, les CV, les codes de l'entreprise. Mais en plus, on développe un atelier en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes femmes au numérique et leur faire découvrir. Donc ces ateliers qui vont avoir lieu en classe, donc avec aussi des garçons, pas que des femmes. Et c'est des ateliers où on travaille aussi sur la déconstruction et puis surtout sur la mise en avant de rôles modèles. Et on remet aussi les femmes à leur place dans l'historique du numérique et de l'informatique en leur disant que s'il y a cette question aujourd'hui, avant il y a eu beaucoup plus de choses importantes qui ont été faites et voilà, leur montrer que dans l'histoire il y a eu des femmes dans tous les secteurs d'activité mais encore plus dans le numérique. Donc si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler la plateforme pour que vous ayez peut-être un aspect un peu plus visuel. Bon, je ne vais pas être trop longue, ça va pas être très intéressant pour vous. Alors, donc du coup je me suis créé un compte de collégienne. Je crois que j'avais mis dans la région de Paris quand je l'ai créé. Donc là c'est vraiment à l'inscription. C'est une inscription qui dure 3 minutes à peu près, où on demande très peu d'éléments en fait aux jeunes. On leur demande simplement leur nom, leur prénom, les secteurs d'activité qui les intéressent. Et puis surtout ce qui est essentiel, c'est leur établissement scolaire pour qu'on puisse leur proposer des offres de stage à proximité de l'établissement. Ou alors s'ils sont par exemple scolarisés à Paris mais qu'ils ont envie de venir faire un stage à Grenoble, ils ont aussi la possibilité de mettre une ville à proximité de laquelle ils veulent faire une immersion. Et puis ensuite, ils ont accès aux offres de stage qu'on a référencées. Donc là, j'avais mis dans un collège à Paris. Et volontairement, je n'ai pas coché le secteur d'activité numérique. J'ai coché administratif et gestion, je crois, et agriculture pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'on a fait en sorte de rendre accessibles des offres dans le numérique. Bon, là, il y a un petit tutoriel en fait pour les jeunes parce que c'est une plateforme qui a été pensée pour des jeunes, mais construite avec des jeunes surtout, parce que même si dans l'association on est une équipe très jeune, les pratiques évoluent constamment, et donc pour qu'ils se servent de notre plateforme, il faut qu'elle corresponde aussi à leurs usages et qu'elle soit facile d'utilisation. Donc Victor, qui est le fondateur de l'association, a pour habitude d'appeler ça le Tinder de l'orientation, parce que ça fonctionne vraiment comme une application où on peut directement refuser ou non des offres de stage. Donc je ne vais pas vous faire tout le tutoriel, mais en fait, c'est dès qu'on a une offre, les jeunes peuvent décider de mettre un petit cœur vert si l'offre leur plaît, ou une croix rouge si ça ne leur plaît pas du tout. Et donc ensuite, hop, vous verrez mieux comme ça, on peut afficher les différentes offres de stage en liste ou en grand écran. Donc là, par exemple,
On a directement une offre qui est à la découverte d'une start-up, donc qui est quand même plutôt quelque chose qui innove dans le covoiturage. Donc on est quand même sur un aspect un petit peu numérique avec de l'innovation, alors que je n'ai pas du tout coché ce type de critères. Et on voit qu'il y a un petit encart bienvenue aux filles, ça veut dire que c'est des professionnels qui particulièrement veulent ouvrir leurs portes à des jeunes femmes. C'est pas le cas pour toutes les offres, mais on a un petit peu à cœur de le mettre en valeur quand c'est des professionnels qui sont d'autant plus engagés. Et donc si en tant que collégienne ou lycéenne, c'est une offre qui m'intéresse, je peux directement la mettre dans mes favoris. Ça va se mettre là. J'ai pas encore candidaté, c'est simplement pour me souvenir que cette offre m'a plu. Et puis j'ai le choix ensuite de découvrir toutes les autres offres de stage qui sont disponibles. Et l'idée, c'est qu'on a en fait quasiment une offre sur deux qui est dans le secteur du numérique, enfin qu'on essaie de proposer en tout cas quand on a des offres disponibles dans les secteurs géographiques. Donc là, on avait une offre dans le numérique. Là, on a quelque chose qui rejoint plus que ce que j'avais coché comme choix initialement, donc de la découverte des métiers du secteur de l'administratif et de la gestion. Et j'ai à nouveau une offre dans le secteur du numérique. Donc comme je vous disais, finalement, ça fonctionne bien parce que ça attire. Et en fait, les jeunes ont accès au nom de l'entreprise qui va les accueillir au lieu du stage, et puis à un descriptif un petit peu plus en détail de ce qu'ils vont faire pendant la semaine, ou au moins de ce qu'est cette entreprise. C'est un descriptif qui se veut très court, parce que si on mettait une page de description, les jeunes ne liraient pas, ça ne fonctionnerait pas. Et les offres qui marchent parfois moins bien, c'est justement parce que les descriptifs sont trop descriptifs et pas du tout attrayants pour les jeunes. Donc voilà, je pense pas que je vais vous lire tout le descriptif, c'est pas forcément intéressant pour vous. Mais ensuite, pour vous montrer, les jeunes peuvent retourner dans leurs favoris et simplement contacter l'entreprise pour y répondre. Donc l'idée, c'est que tout transite par la plateforme, parce qu'un jeune au collège ou au lycée n'a pas forcément encore conscience des codes d'une entreprise, et que si on met à disposition les numéros de téléphone des professionnels ou leur adresse email, tout le monde va être harcelé, donc c'est pas possible. Donc nous, tout transite. Donc une fois que si je m'ai contacté, on va m'obliger à rédiger ma petite lettre de motivation. Ça, on ne peut pas candidater à une offre sans lettre de motivation. L'idée, c'est qu'on ne demande pas non plus une page, mais au moins 5 lignes, parce que c'est aussi un apprentissage de la vie professionnelle et que ça rentre dans l'apprentissage de l'orientation. Et puis ça montre aussi en fait que le ou la jeune est motivé, ça lui permet de dire ses dates de stage. Et une fois qu'on a envoyé la candidature, c'est très simple, vous en tant que professionnel, vous recevez juste un mail sur votre boîte mail en disant qu'un ou une jeune s'intéresse à votre activité et aimerait réaliser un stage à vos côtés de telle à telle date. Et vous avez le choix d'accepter directement le stage si vous êtes disponible à cette date-là. Vous ne savez pas trop, donc vous pouvez aussi demander à avoir un contact avec le ou la jeune, un échange téléphonique, ou alors simplement vous n'êtes pas disponible à cette période, ou vous accueillez déjà des jeunes et vous déclinez la candidature. Il n'y a pas de mal à décliner une candidature, loin de là. Nous, on s'engage simplement à ce que tous les jeunes aient une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pour ne pas les décourager justement. Et puis, on s'engage aussi à ce qu'ils aient une réponse dans les 3 semaines grand maximum, pour pouvoir continuer leur recherche. C'est pas que ce soit un peu une défaite pour eux et qu'ils se sentent découragés et qu'ils n'aient plus du tout envie de faire de recherche de stage. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Là, je vous ai montré l'interface élève. Je ne vais peut-être pas vous montrer l'interface professionnelle, parce que ce serait... si, peut-être quand même. Ouais, vous voulez que il suffit de créer un compte et puis on met l'offre de stage. Voilà, du coup, ils sont ici, donc... Parce qu'en fait, on a 3 interfaces. On en a une pour les jeunes, une pour les équipes pédagogiques qui souhaitent suivre l'avancée des recherches de leur classe, et une évidemment pour les professionnels. Donc en fait, là, on est sur la homepage nationale. Après, elle est déclinée aussi en fonction des territoires. Et si on n'a pas de compte, on peut cocher qui on est. Donc là, on va cocher qu'on est un ou une professionnelle. Et l'idée, c'est que ça prend à peu près 5 minutes également de créer une offre de stage sur la plateforme. Donc je souhaite déposer une offre de stage. Là, on peut choisir quel type de stage on propose, parce que là, je vous parlais beaucoup des collégiens et des lycéens. On peut également, là, on est en train de s'ouvrir au stage en lycée pro et au stage aux étudiants. Donc on laisse le choix aux professionnels de choisir quel type de stage il ou elle souhaite proposer. Bon, je vais mettre les stages de découverte parce que ça reste pour l'instant notre principale action. Donc vous voyez déjà, ça oriente bien parce que le descriptif c'est sur le numérique. Donc là, on a juste à mettre le titre du stage. Donc soit on met découvrir le métier de développeur, ou découvrir telle ou telle entreprise si on a une découverte un petit peu plus globale de l'entreprise. Donc je vais le faire en même temps. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle sur le micro ? Oui, très bien. Hop. Donc là, on va mettre écouter
le métier de développeur. Ah bah super, merci. Bon, alors nous on est Caspillon, mais l'écriture inclusive partout. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour, encore une fois, quand on a les offres de stage, impliquer davantage les jeunes femmes dans toutes les étapes. Donc il faut mettre l'adresse. Bon. Alors, on met une offre pour Lyon. Est-ce qu'on est sûr d'avoir des candidatures locales? Alors, il y a 2 leviers. D'abord, au niveau des collectivités territoriales, sur tous nos territoires d'implantation, on est soutenu par les collectivités territoriales qui sont un relais de notre action auprès des académies. Et en plus, nous, on fait un gros travail de contact avec les établissements scolaires pour leur présenter notre action, leur proposer qu'on intervienne et leur proposer la plateforme. Donc, l'année dernière, on a travaillé avec plus de 800 établissements scolaires dans toute la France. Ça ne fait qu'augmenter parce qu'on s'ouvre à des nouveaux territoires. Initialement, on était plutôt sur l'Île-de-France parce qu'on a nos locaux en Île-de-France, sur les Bouches-du-Rhône. Et là, on commence à être très présent du coup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, le Nord aussi. Donc finalement, un petit peu partout en France. Et en fait, on n'a aucun mal à cibler les élèves parce que pour les équipes pédagogiques, le stage du 3e, c'est une vraie angoisse. Parce qu'ils ont des heures à dédier à l'orientation, ils ne savent pas comment occuper ces heures. Malheureusement, souvent, ils ne les occupent pas ou alors c'est du rattrapage d'autres cours. Donc c'est pour ça que nous, on vient proposer aussi nos services et nos ateliers de façon complètement gratuite pour les établissements. Enfin, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais la plateforme est 100% gratuite pour les jeunes, pour les professionnels et pour les équipes pédagogiques, parce que si on fait une formule payante, ça ne fonctionne pas, surtout qu'on a quand même vocation à agir en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, donc ça n'irait pas du tout dans nos valeurs de rendre ça payant. Mais c'est vrai qu'on n'a eu aucun problème à cibler les établissements, ils nous accueillent toujours d'une super façon, et puis si on voit qu'ils travaillent déjà avec une autre association qui les accompagne dans leur stage et qu'ils sont ravis, nous on est ravis aussi pour eux tant qu'il y a des jeunes qui ont des stages. Alors, moi, ma question précédente pour le tour de table, c'est quel message vous feriez passer aux entreprises? Alors là, ça serait créer des offres de stage pour des 3e et utiliser cette plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres messages, Clara, que vous aimeriez faire passer aux entreprises? D'abord, peut-être sur le côté dont je parlais tout à l'heure, où ça peut être un petit peu angoissant d'accueillir un jeune et d'ouvrir ses portes. C'est vrai que c'est pas évident, mais nous on a eu en fait beaucoup de témoignages de professionnels qui, de prime abord, n'avaient pas forcément envie d'ouvrir les portes. C'était un petit peu une directive des RH pour ouvrir les portes de l'entreprise. Et moi j'ai en tête un témoignage d'une personne qui travaillait à la Société Générale et qui était un petit peu démotivée par son travail, qui trouvait plus trop de sens dans ce qu'elle faisait. Et en fait elle a accueilli 2 jeunes collégiens donc, à la Défense à Paris. Et elle a été reboostée en fait par les jeunes parce que elle nous a dit que ça lui avait donné un nouveau regard sur son travail et qu'elle avait pas pris conscience en fait du regard de tout ce que les nouvelles générations pouvaient apporter en fait. Mais nous on accueille des jeunes en stage parce que certes on a une plateforme pour encourager les entreprises, mais il faut qu'on le fasse aussi nous en interne. Et c'est vrai qu'à chaque fois on a des super regards des jeunes, notamment on leur fait découvrir tous les aspects de l'association. Sur la communication, c'est hyper précieux, par exemple, de voir quel contenu est-ce qu'ils aimeraient qu'on développe, quel support pédagogique ils ont besoin pour progresser dans leur orientation, dans la poursuite de leurs études. Donc en fait, je pense que pour les entreprises, c'est aussi... alors c'est pas une main-d'œuvre comme on pourrait l'entendre sur des stages longs avec des étudiants, mais ça apporte vraiment quelque chose et puis ça fédère quand même les équipes. C'est un vrai engagement pour moi dans toutes les structures. Et puis, c'est aussi un moment un petit peu plus léger dans son travail. Et puis c'est chouette, moi je trouve, de pouvoir raconter aussi à des jeunes ce qu'on fait au quotidien et puis de donner envie d'essayer de créer des vocations. Donc ça, ce serait mon plus grand message. Et puis nous, on a eu une petite victoire quand même cette année avec ça parce que le projet du coup qu'on porte sur la promotion des métiers du numérique, je le portais avec Marianne, qui est une de mes collègues au sein de l'association et qui avait un parcours tout à fait littéraire, rien à voir avec le numérique et qui... a mis, on va dire, le nez dedans depuis un petit peu plus d'1 an et qui a quitté l'association pour aller faire une formation de développeuse web à la suite de son année sur le projet. Donc c'est une victoire et on voit que ça fonctionne. Donc c'est top et il faut se dire que c'est vrai que ça peut être compliqué de se dire c'est des collégiennes, des lycéennes, comme on disait tout à l'heure, c'est plus lointain vraiment le moment où elles vont arriver dans les métiers, mais ça ouvre déjà des portes et puis peut-être que
ces collégiennes, ces lycéennes que vous allez accueillir pendant 5 jours, et ben dans 2 ans, vous les accueillerez pour un stage plus long. Voilà, c'est aussi un petit moyen de sourcing en amont. On peut peut-être demander à Annie quel message... Tu es toujours là, Annie? Oui, je suis toujours là. Ah, super. Quel message tu aimerais faire passer aux entreprises par rapport à tout ce que tu as pu connaître, découvrir? Alors, les messages, je pense que Clara l'a présenté les stages de 3e. C'est vrai qu'on travaille ensemble sur ce sujet et c'est aussi l'objectif du groupe de travail là, que j'anime sur les femmes de l'IT. En fait, je pense que les entreprises ont un vrai rôle sociétal à jouer par rapport à ça. Déjà un intérêt, on va dire, propre à faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui s'orientent dans les filières du numérique pour après avoir des collaborateurs, parce qu'on doit être tous un peu pareils à avoir des problématiques quelquefois à trouver les bons profils. Et on se rend compte, dans les chiffres qui sortent, c'est que dans les années qui viennent, il va y avoir un vrai déficit, alors déjà en femmes dans le numérique, mais aussi globalement en ressources sur tous les profils, sur tous les besoins qu'il y aura. Donc ça, je pense que on a vraiment un rôle à jouer dans toute la chaîne, on va dire, qui fait en sorte qu'à un moment, il y a des jeunes qui vont sortir sur le marché du travail dans les métiers du numérique. Et le stage de 3e est un moyen pour les entreprises de contribuer à cette action, on va dire, transverse pour amener des jeunes et des femmes surtout dans les métiers du numérique. Donc, juste pour revenir un peu sur tout ce qu'a déjà présenté Clara précédemment, le but dans ce qu'on fait aussi dans nos travaux, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est mobiliser les membres de l'ADIRA pour offrir des stages dans le numérique, justement pour contribuer à cet effort, on va dire, au niveau national. C'est dire il faut qu'au niveau de la région, les membres de l'ADIRA, il y a 400 entreprises, je crois, on a vraiment une force de frappe pour dire qu'on peut offrir des stages dans le numérique. Alors après, c'est chacun selon ses moyens, selon son contexte, ses contraintes, mais le fait justement de travailler avec cette association, c'est de pouvoir mettre à disposition des membres de l'ADIRA un kit pour organiser les stages. Donc on amène vraiment les moyens. Le but derrière, c'est qu'il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de dépenses à faire. On met à disposition un kit pour animer ça. Et c'est aussi... ça sera aussi un moyen de favoriser la mixité et la diversité. Le but, c'est peut-être juste après, en parallèle de la publication des stages, c'est de se faire connaître auprès des collèges les plus proches en disant, nous, regardez, on publie des offres, si ça vous intéresse, profitez-en. Donc, j'appuierai vraiment sur notre rôle, sur notre engagement sociétal, pour participer à cette valorisation des stages dans le numérique. Et le but de ces kits, c'est vraiment à la fois de faciliter l'intégration du stagiaire dans l'entreprise, mais également, pour moi, un gage de réussite du stage, parce que le tout, c'est pas juste d'offrir des stages et puis qu'à la fin, on puisse montrer, oui, on a offert tant de stages dans la région Rhône-Alpes. Le but derrière, quand le jeune, et la jeune, bien entendu que le but c'est aussi de favoriser les jeunes filles, et quand ils vont sortir du stage, elles ont envie d'aller dans le numérique. Donc après, justement, on pourra aussi, comme je disais, surfer un peu sur tous les autres livrables, c'est fournir aussi ce qui pour les parents, pour qu'elles puissent aussi ramener ça à la maison, pour accompagner son retour dans sa famille. Donc il y a tout ça qui va participer. Et juste, je voulais revenir, je ne l'ai pas évoqué encore tout à l'heure, je voulais mettre aussi un projet qu'on a quand même en Rhône-Alpes, qui est financé par la Fondation, et qui est un projet d'escape game dans un conteneur à destination des jeunes filles qui sont en lycée. Et donc, c'est un projet qui est mené par le campus des métiers et des qualifications à Valence.
Et c'est vraiment assez un coup de cœur pour nous au niveau de la fondation, ce projet, parce que vraiment, il met en valeur la région, hein, puisque dans un premier temps, il va tourner au niveau de la région, mais il va aussi être déplacé à Paris à l'occasion de la Côte Week. Il va aussi aller à Poitiers pour un séminaire d'éducation nationale. Enfin bon, voilà, donc il y a quand même une grande visibilité qui va être faite avec ce conteneur. Et l'objectif, c'est pareil, hein, on a toujours le même objectif, c'est vraiment de façon ludique, de faire comprendre aux filles qu'elles sont tout à fait, déjà qu'il y a plein de mais c'est aussi que c'est très sympa, qu'il y a des filles qu'elles ont vraiment toutes les capacités pour faire. Donc l'objectif, c'est sous ce mode ludique, par un petit scénario, alors qui va plonger les élèves dans un monde injuste, une société inégalitaire, etc., de remettre d'aplomb l'Internet qui aura eu des petits soucis, voilà, pour construire un nouvel Internet. Et vraiment de mettre les élèves dans un rôle d'héroïne par rapport à ça pour réussir à remettre à flot ce nouvel Internet. Donc il y aura une inauguration qui va avoir lieu en octobre. On espère qu'il y aura beaucoup de visibilité. C'est aussi ce qu'on souhaite faire autour de ça, hein. Le but, plus on parle de toute façon des métiers du numérique et de la place des femmes, mieux c'est. Donc il y aura tout un tas de communication. Ça va être à Valence. Je crois que c'est le 9. J'ai plus les dates. Le 9 octobre, oui. Ensuite, il va être tourné. D'ailleurs, il va être à Grenoble aussi au mois de décembre. Ce conteneur, forcément, il va bouger. Et il aura plusieurs modes de fonctionnement, à la fois un mode pour une classe complète avec un système de rotation pour les faire comme dans un escape game. Vous en avez peut-être déjà fait par groupe de 4-5, elles vont passer dans le container sur différents ateliers. Et ça permettra de découvrir donc des métiers. Donc il y aura à la fois un mode par classe, mais ça pourrait aussi être en mode escape game total avec une séance de 3/4 d'heure où on passe tout de A à Z. Mais il y aura aussi un mode démonstration avec un côté du container qui s'ouvrira pour faire un peu un mode démonstration en talon. Alors voilà, donc je pense ça va être une belle image de la région et ça va être aussi l'occasion de sensibiliser à nouveau, à la fois en lycée avec les lycéennes, les classes, mais également plus grand public, pour aussi faire connaître, parler de cette problématique et essayer de générer cette envie, à la fois chez les lycéennes, mais aussi chez les parents, puisqu'on s'adressera au petit grand public, et pourquoi pas des reconversions, hein, pas forcément du coup de lycéenne, mais des reconversions de femmes. Donc voilà, c'est un beau projet. Je pense que tout ça, entre les stages de troisième dont je parlais, où vraiment on souhaite que au niveau de la région, il y ait une mobilisation pour offrir des stages, pour donner cette visibilité, mais aussi ce container va participer au niveau des lycéennes à mettre en valeur le métier du numérique au niveau des femmes. Et dernière chose, juste une petite parenthèse, dans la formation Femmes numérique, sur le site, il y a aussi un annuaire des femmes. Et tout le monde peut en fait postuler, s'inscrire sur cet annuaire et ensuite il peut y avoir, s'il y a des événements auxquels vous pouvez participer, si vous souhaitez aussi participer à toutes les animations. C'est un annuaire qui sera mis à disposition des différentes associations et autres pour du marrainage, pour intervenir dans une présentation, dans un forum et autres. Donc après, vous choisissez s'il y a des animations qui vous correspondent mieux. Alors c'est vrai qu'il n'a pas forcément été exploité tout le temps, mais le but justement, je parlais tout à l'heure du nouvel appel à projet, le but c'est de le remettre un peu plus en visibilité pour bénéficier de tout ce pool de femmes qui souhaitent aussi s'impliquer et participer à faire en sorte que les femmes soient intéressées par les métiers. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Annie. Je vais passer le relais donc à Élodie pour nous dire quel message tu aimerais faire passer auprès des entreprises.
Alors, peut-être le premier message, ce serait de se dire de ne pas se décourager. C'est vrai que quand je me suis lancée en programme, je me suis dit, on va mettre un grand coup dans la fourmilière, on va avoir plein de femmes. Et ça se passe pas comme ça. C'est, comme disait Julie tout à l'heure, plein de petites graines qu'on met un peu, qu'on jette un petit peu. Il y en a qui germent, il y en a qui germent pas. L'actualité veut que ça fonctionne pas, qu'on ait des retours. Parfois on n'a pas de retour, c'est parfois un peu frustrant, mais c'est vraiment cet effet boule de neige qui va faire, je pense, dans quelques années, qui va faire bouger les choses. Et il ne faut pas se dire que voilà, ce qu'on fait c'est petit. C'est vrai que si on prend, je me dis, si je prends 10 stagiaires et que je recrute 50 femmes de plus à Grenoble, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Donc rester, je pense, motivé, se dire que c'est peut-être petit, mais c'est peut-être qu'un premier pas. On va avancer, on va en faire plus, et quand ça marchera, peut-être que dans 2-3 ans, ça sera 300 stagiaires, je le souhaite, stagiaires hommes et femmes, finalement, qu'importe, mais qu'on arrivera vraiment à avoir cette culture du stage et de pas, en effet, avoir un stagiaire qui reste à côté de soi, puis qui regarde comme ça c'est horrible, je pense, comme on a pu vivre nous-mêmes ce type de stage qui ne sert à rien, si ce n'est dépanner un ami qui nous a demandé de prendre son fils ou sa fille en stage, et ça rend service à personne. Donc oui, plus de stages, et aussi apporter une image différente sur la reconversion. La reconversion, c'est pas se dire on a loupé sa voie, c'est peut-être se dire peut-être que j'ai envie de faire autre chose, ou je ne connaissais pas les métiers, j'ai envie d'y aller. Faut vraiment pas voir cette reconversion comme une voie de garage, de se dire je me suis totalement plantée, c'est pas le cas. Déjà dans sa propre vie professionnelle, sans parler de reconversion, parfois on évolue sur des postes qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont juste quelque chose de différent qu'on ne connaissait pas. On n'appelle pas toujours ça de la reconversion, mais finalement c'est un peu pareil. On ne connaît pas toujours les métiers du numérique. Je ne suis pas très très vieille, mais je pense que quand on me posait la question sur l'informatique, quand j'étais au collège ou au lycée, je voyais les messieurs qui changeaient les PC dans les entreprises. Pour moi, l'informatique, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et c'est en mettant le nez dedans, finalement, en commençant sur du recrutement et du commerce, que j'ai vu toute l'étendue de l'informatique et tout ce qu'il y a derrière. Et malheureusement, quand on est au collège, on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Je pense que grâce aux nouvelles technologies, je pense que c'est un peu plus accessible pour eux. Mais ce qu'on met derrière l'informatique et le numérique, les applications qu'on a, ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas évident, je pense. Donc, vraiment se pas se décourager quand on mène des actions, être plus ouvert sur les stagiaires pour en accueillir de plus en plus et leur montrer ce qu'on fait de manière ludique. Mais aussi, et j'en profite, peut-être sensibiliser un petit peu les stagiaires aussi sur le comportement. C'est pas toujours évident. J'ai eu l'exemple, on a eu une stagiaire, je vous disais tout à l'heure qu'on avait prise, on était super contents parce qu'on avait fait un peu une chasse au trésor en mode il faut poser des questions à un faux client avec un jeu de rôle, avec un faux client qui va vous donner un besoin, il faut aller après voir un chef de projet, etc. On trouvait ça plutôt ludique et on a eu quelqu'un qui était comme ça, qui posait pas de questions, qui prenait aucune note. Et j'ai eu la frustration de la part de mes collaborateurs qui s'étaient hyper investis, qui avaient préparé le truc en mode ça va être hyper fun. Alors je sais pas si c'était pas fun finalement, je sais pas, et je pense qu'on prendra contact pour parler un petit peu de ce stage. Ou est-ce que la personne était un peu là par obligation? Est-ce que c'était peut-être parce qu'elle est toute seule? Et donc on s'est dit par la suite on fera peut-être un groupe. Et donc il y a aussi ce côté prendre des notes, pas être sur le téléphone pendant que les gens vous parlent, c'est peut-être des choses toutes bêtes, mais peut-être des réflexes qu'on n'a pas encore à 14 ans et qui, quand on a quelqu'un du monde pro qui prend une heure pour vous présenter quelque chose, peut être un peu frustrant. Donc je pense que vous le faites aussi, mais des deux côtés, je pense qu'il faut nous habituer à le faire. Et en tant que professionnel, et avoir peut-être une petite présentation aux stagiaires, voilà, vous allez démarrer dans société, le téléphone pendant qu'on vous parle, c'est moyen. Des petites choses comme ça qui font que après on a envie d'en refaire plus. On a eu un deuxième stagiaire, c'était extraordinaire et on a envie d'en prendre plein, donc tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment une question de personnes et de sensibilisation. Donc voilà, beaucoup plus de stages, je pense que c'est comme ça qu'on aura dans quelques années plus de femmes dans l'informatique de manière globale et avoir une image différente sur la reconversion, des personnes qui veulent faire autre chose, qui sont souvent encore plus motivées parce que quand on a un cadre de vie, une zone de confort, même à n'importe quel âge, on sort de cette zone de confort, c'est-à-dire qu'on arrête tout pour faire autre chose, il y a un vrai risque derrière et si on y va,
c'est qu'on a vraiment la motivation et qu'on veut y aller. Sinon, on ne prend pas de risque. On reste sur ce qu'on sait faire. Et voilà, donc c'est souvent des personnes très très motivées, qui sont très compétentes et qui ont envie d'apprendre. Donc changer ce regard sur les personnes qui viennent de reconversion. Et puis je pense que ce sera des petites graines qui feront voilà, je l'espère, plus de monde, plus de femmes en tout cas dans le numérique et l'informatique par la suite. On va demander à Julie. Donc, pas qu'il y ait de cluster à la fin de cette session. Oui, les messages à faire passer, je pense que je rejoins déjà ce qui a été dit précédemment. Il y a des valeurs, on parlait de responsabilité sociale d'entreprise, voilà, tout ça, je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour en parler. Moi, je parlerai peut-être plus de mon expérience là au sein du milieu associatif. En fait, on a besoin des entreprises, clairement. Il faut travailler main dans la main parce que les initiatives qu'on mène, si on n'a pas les entreprises avec nous, clairement, elles ne serviront pas à grand-chose. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut vraiment s'engager à différents niveaux. Ça peut faire peur parfois dans une entreprise de se dire oui, mais moi j'ai pas le temps, comment on fait concrètement? Mais il existe plein d'initiatives, que ce soit notre association, la vôtre. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc ça prend peut-être un peu de temps de déblayer le chemin ou d'essayer d'identifier des interlocutrices, des interlocuteurs. Mais à partir du moment où on a fait ce premier pas, il y a des choses qui sont très simples, qui prennent pas beaucoup de temps, qui peuvent être du simple je m'enregistre une vidéo de 5 minutes pour présenter, vulgariser mon métier. Nous, on est super contents. Si on a une vidéo d'une professionnelle qui parle de son métier pendant 5 minutes, ça nous permet de les diffuser sur les réseaux sociaux, de faire connaître encore une fois les métiers, accueillir une visite d'entreprise. Il y a plein de choses à différents niveaux. Tout dépend encore une fois du temps et de l'engagement que l'entreprise a envie de mettre. Mais voilà, je pense en tout cas qu'à votre échelle, que ce soit en tant que professionnel, il y a plein de choses à en retirer aussi. Je rejoins sur ce que tu disais sur la valorisation que ça peut apporter à des professionnels de témoigner et de faire connaître ce qu'ils font. Donc voilà, le message que je ferai passer, c'est qu'on a besoin de vous. Ça peut être sur plein de niveaux différents. Il y a le mécénat de compétences qui permet de faire des choses aussi hyper intéressantes. On oublie aussi parfois, mais typiquement les associations comme les nôtres, elles ont besoin de financement. Voilà, on parle du nerf de la guerre, mais c'est vrai, les actions Hello Web, elles sont entièrement financées quasiment par les entreprises. Donc voilà, à savoir qu'il y a des choses simples qui peuvent être mises en place. Les entreprises sont obligées de verser la taxe d'apprentissage. Nous, on est éligible à la percevoir. Donc dans tous les cas, c'est de l'argent que vous allez devoir verser. Le flécher sur des initiatives qui rentrent dans vos valeurs, ça peut être aussi une manière de s'engager sans forcément prendre du temps pour faire d'autres choses que vous n'auriez pas le temps de faire. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc je vous encourage à travailler avec nous sur tous ces sujets-là. Et je vous remercie d'être venu aussi d'ailleurs parce que alors, on a besoin de garder le micro. J'avais une autre question sur les métriques. Alors, je sais que tu en as parlé, tu as déjà donné quelques métriques pour montrer que ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres métriques à donner, je veux dire, des femmes qui sont vraiment rentrées dans le numérique? Parce que en tant qu'association, j'imagine que vous avez un peu des comptes à rendre, des subventions, etc. Donc, quels sont un peu vos résultats? Oui, c'est ce que je disais, ça dépend des actions. C'est toujours dur d'évaluer une action sur de la sensibilisation. Nous, on transmet des questionnaires d'évaluation, donc on a souvent des retours de satisfaction, des jeunes qui vont nous dire oui, j'ai appris des choses, c'était intéressant. Un chiffre qui peut être intéressant sur les actions de sensibilisation, c'est qu'on leur demande quelles étaient la vision du métier. Donc on fait toujours une préparation avec le prof avant d'intervenir. On leur demande les représentations qu'ils ont sur les métiers et on redemande après l'intervention. Et on s'aperçoit qu'il y a 80% des élèves qui ont une meilleure représentation après notre intervention. Donc sachant que ceux qui n'ont pas une meilleure représentation, ils répondent qu'ils ont une représentation identique et qui était déjà une bonne représentation. Donc on n'a personne qui après se dit c'était en fait ça m'intéresse pas, ou en tout cas qui n'ont pas une mauvaise image du métier. Ça peut ne pas les intéresser, mais en tout cas ils ont une meilleure représentation des possibilités. Donc ça c'est un chiffre assez intéressant. Je pense que le chiffre le plus parlant, c'est qu'on a 87% des secondes qui après prennent une option scientifique ou numérique sur des actions comme Hello Web. Et puis là, on a 3 ans de recul, donc on a encore des filles qui ont participé aux premières sessions, qui sont encore au lycée. Donc on attend aussi impatiemment de passer le stade des 3 ans pour avoir vraiment la première cohorte complète qui aura terminé toutes ces sessions pour pouvoir donner des chiffres intéressants. Et puis après, en termes de données, nous, on accompagne une centaine de personnes sur la reconversion de femmes dans le numérique chaque année. Et on a 70% d'insertion dans le numérique à l'issue des accompagnements. Donc après, il y a des publics qui sont plus ou moins en fragilité aussi.
Donc il y a des contraintes qui font que parfois on est obligé de prendre un travail alimentaire et qu'on ne peut pas aller au bout de sa reconversion. Mais en tout cas, d'avoir 70% de personnes qui ont suivi l'accompagnement, découvert des métiers, qui après entrent en formation, puis dans un emploi dans le numérique, c'est un chiffre qui est plutôt chouette, quoi. Voilà. Super. Au niveau métrique, Clara, tu as des choses à partager avec nous? Alors nous, sur l'accès du coup des métiers du numérique aux jeunes filles, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour avoir des chiffres très concrets parce qu'on a commencé l'action il y a 1 an, on a eu le confinement, qui fait que forcément notre cœur de métier a été mis un petit peu en stand-by, mais je ne vais pas parler parce que je vous ai parlé des stages qui est notre gros cœur de métier, mais qui dit confinement dit beaucoup de jeunes laissés sur le carreau, donc déjà au niveau de la scolarité, mais aussi sur l'orientation. Hyper compliqué pour des jeunes qui avaient des décisions à prendre sur même la seconde, le choix des options en seconde. Donc on a réfléchi tous ensemble dès le début du confinement à ce qu'on pouvait faire et on a mis en place un dispositif qu'on appelait les live métiers. En fait, c'est des visioconférences en ligne qu'on a fait 3 fois par semaine pendant le confinement, donc de mi-avril à mi-juillet à peu près. Et en fait, c'est des temps pendant 1 heure où un professionnel va venir interagir avec des jeunes qui se connectent sur la plateforme et avec des équipes de l'association. En fait, on a 2 animateurs de l'association qui posent des questions aux professionnels, donc avec un support évidemment et une préparation en amont des professionnels pour venir pendant 1 heure raconter leur parcours. On a aussi tout un volet sur le rêve d'enfant, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, est-ce que j'ai réussi ce rêve ou qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée dans ce métier maintenant. Et puis c'est aussi un dispositif où on explique un petit peu les semaines types ou les journées types des professionnels. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu en fait aux jeunes. On avait à peu près 30 à 40 jeunes à chaque session qui se connectaient. Et c'était bien pour eux en 1 heure pouvoir avoir une petite vision d'un métier. Et puis surtout, en fait, on en a un d'ailleurs, Honoré, qui a participé à absolument tous nos live métiers. Donc il doit avoir une culture générale des métiers encore plus forte que la nôtre, je pense. Mais en tout cas, ça leur a beaucoup plu. Et en fait, ils se sont sentis beaucoup plus libres de poser des questions. Tout type de questions, parce qu'ils interagissaient avec nous via le chat et il y avait plein de questions super pertinentes, donc c'était top. Et on a eu pas mal de professionnels du numérique qui se sont engagés sur les live métiers bénévolement pour donner 1 heure de leur temps à l'association. Et ça, c'est quelque chose qu'on va refaire et on a envie d'en dédier bien la moitié aux métiers du numérique pour les jeunes. Donc là, ça évolue aussi parce que les établissements scolaires, pour le coup, on a plus de 40 chefs d'établissement qui veulent qu'on dédie des live métiers à leur classe, donc c'est chouette. On va aussi les inciter à ce que ce soit des live métiers sur les métiers du numérique. Donc c'est vrai que des chiffres réellement sur les jeunes filles qui vont, à la suite de nos stages, aller dans les métiers numériques, pour l'instant, on n'en a pas exactement. On sait que à peu près sur une note de 5, les jeunes octroient à peu près 4,8 comme note à notre accompagnement, contre 4, je crois, pour un jeune qui n'a pas été accompagné par mois dans 10 ans dans sa recherche de stage. Donc déjà, c'est encourageant sur ce qu'on fait. Et puis surtout, les jeunes reviennent. Parce qu'au bout de 12 mois, en fait, ils ont le choix qu'on supprime leur compte. Et rares sont les comptes qu'on supprime, donc ils ont envie de continuer. Et puis à côté, on a des entreprises qui se réengagent tous les ans à nos côtés. Donc c'est aussi un gage de confiance. Et puis on continue à développer plein de dispositifs avec les entreprises et puis surtout à s'adapter aux tailles des entreprises. Donc pour l'instant, nous, on a un dispositif qui fonctionne très bien et qui nous encourage tous les jours à continuer à avoir de nouveaux dispositifs et puis surtout aussi à rencontrer les entreprises, simplement à s'entretenir. Ça nous arrive très régulièrement pendant 20 minutes avec des professionnels qui ne sont pas forcément inscrits sur notre plateforme, mais juste pour connaître leur métier, leurs engagements et puis créer du lien surtout et puis faire connaître certains métiers en particulier. Vous êtes encore preneuse de témoignages de femmes qui expliquent leur métier technique. Tout à fait. Donc en fait, on réalise des petites interviews qu'on met ensuite en ligne sur notre blog pour que les jeunes puissent en 3 minutes lire le témoignage d'un professionnel, qu'est-ce que c'est son métier, pourquoi est-ce qu'il a envie d'accueillir des jeunes. On a vraiment une question sur quelle est l'importance d'accueillir des jeunes en entreprise pour que les jeunes se sentent poussés aussi et puis qu'ils se sentent accueillis dans les entreprises. Donc on est tout le temps... Voilà. Si c'est vrai qu'accueillir un stagiaire, ça peut être compliqué, notamment pour des fonctions où il y a beaucoup de déplacements. Donc le dispositif des live métiers ou même des interviews, ça peut être une autre solution et un autre format d'engagement, ce qu'on disait aussi. Vraiment, il y a beaucoup de formats d'engagement dans notre association, mais dans les autres pour
pour faire connaître les métiers du numérique. Donc même 10 minutes de son temps, c'est déjà super et ça permettra à des jeunes filles d'y voir un petit peu plus clair sur son secteur d'activité, je pense. Ok. Élodie, tu aurais d'autres métriques à nous donner? Parce que je sais que tu nous en as déjà donné. Oui, donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est passé en un an, un peu et demi, donc on a pris les bilans sociaux. Donc sur un an, on est passé de 15,5% de 15 à 17,5% de femmes. Je parle vraiment des métiers techniques, sinon les métiers support ne sont pas pris en compte. Et sur les recrutements 2019, on avait 25% qui étaient des femmes. Notamment grâce à la reconversion, mais pas que. Donc on espère continuer sur cette voie, parce que c'est comme ça que ça va grandir. Un très beau chiffre. Ouais. Ok, super. Annie, tu es toujours là? Oui, oui, oui. Est-ce que toi, tu aurais quelques métriques à partager avec nous, alors soit de l'AG2R mondial ou d'autres sociétés qui font partie du collectif que tu connais? Non, alors, je dirais que pour l'instant, on n'a pas de métrique, mais c'est bien prévu parce que le but, c'est justement à l'issue des projets faits par la Fondation, c'est d'arriver à voir l'impact que ça a. Donc je pense qu'on a fait en sorte qu'il y ait au moins deux types de métriques, à la fois pouvoir mesurer on va dire le nombre des métriques d'activité, un peu pour voir le nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier du système ou le nombre de filles, etc. Mais aussi après mesurer l'impact avec comment ça a pu modifier leur choix. Par exemple, sur le container, c'est de dire regardez sur les lycées où va passer le container si le taux de choix de filière scientifique va augmenter, parce que pour l'instant il est très catastrophique, hein. Apparemment avec les nouvelles filières qui ont été mises, là j'ai entendu des taux qui étaient largement en dessous de 10% du choix des filles dans ce type de filière. Donc on a vraiment de la marge de progression. Mais au-delà, on va dire, des métriques qu'on pourra avoir que dans un deuxième temps, parce que les projets ne sont qu'en train de se terminer, c'est de voir un peu ce que j'ai entendu précédemment, c'est de dire ce qui est important, c'est que le monde de l'entreprise travaille avec les associations et vice-versa, on a tous besoin des uns des autres, et aussi du monde de l'éducation, puisqu'on voit bien que l'éducation nationale est aussi au centre du temps. Et je pense qu'un des premiers effets, quand on parlait de métriques, c'est déjà de voir que ça commence à vraiment à prendre, et moi c'est ce que je vois dans les comités de pilotage, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les réunions qu'on peut faire, c'est de voir que vraiment cette sauce elle prend, et on voit de plus en plus de synergie entre des mondes qui pourraient paraître plus séparés à la base, et que vraiment on voit des liens qui se créent. Je pense que c'est ça qui va être à la source du succès de ces projets. Ok. J'aimerais passer le micro voilà, à la salle, on me fait signe. Est-ce que certaines personnes auraient des questions? À Capella, peut-être? Oui. J'ai une question et une remarque. Une question très pratique. Comment on peut récupérer toutes les sources, les contacts de toutes les actions que vous avez évoquées, le guide notamment pour les parents, les sites internet, est-ce que vous avez prévu de faire une communication, une fiche? Personnellement, moi je suis venue avec un flyer, j'ai aucun contact. Ok. Et la deuxième, c'était plutôt une remarque. Je participe souvent en tant qu'auditrice à des conférences techniques informatiques. Chaque fois que je suis dans des conférences techniques informatiques, c'est très souvent des hommes. Et quand un homme présente son sujet, il commence d'abord par se présenter, à montrer un diaporama avec son parcours, son cursus et sa carte de visite actuelle. Ça n'a pas été du tout le cas aujourd'hui, d'ailleurs ça manque. Et je crois, alors peut-être c'est une remarque biaisée du féminisme, mais je crois que c'est souvent les hommes qui se mettent en avant quand ils se présentent. Et là, si on a loupé les 2 premières minutes, on ne sait pas qui vous êtes. Elles se sont présentées, alors après peuvent se représenter avec un peu plus le background, vous voulez dire, le diplôme. Comment vous contacter, Alors par la DIRA, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a les emails des participants? Oui. Alors moi je suis venue parce qu'on m'a transféré un email de l'organisme dans lequel je suis, qui est adhérent à la DIRA, mais je n'ai pas de contact directement. Rien de plus facile. La DIRA, oui, je vais peut-être retrouver avec une recherche, mais pas
Et puis on peut peut-être aussi vous encourager à participer au groupe de travail, soit celui d'Annie, soit sur le groupe de femmes de l'IT. Alors moi, ce que je peux faire, vous aurez toutes les informations sur le site de la DERA pour participer. Ce que je peux faire, c'est demander aux intervenants de m'envoyer les liens de leur site, etc. Et après, je peux rediriger vers les participants de cette matinale pour qu'ils puissent partir avec des données. Moi, de mon côté, j'ai aussi d'autres sites. En tant qu'ARH, on a mis un petit peu à faire des statistiques sur ce sujet. Et par exemple, il y a quand même une initiative ministérielle qui a été mise en place le 31 janvier 2017 sur ce sujet, avec le plan sectoriel numérique. Ils ont un communiqué de presse qui a été fait, qui est très 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 bien fait. Après, Marie-Laure a parlé de l'étude de Stack Overflow. C'est quand même 65 000 répondants dans le monde, avec des stats intéressantes. Et là, vous voyez, vous avez 8% de femmes qui codent. On a parlé, beaucoup de femmes numériques, mais il y a aussi Talent du numérique qui fait partie du collectif, donc Femmes numériques. Et Talent du numérique, c'est 70 établissements de formation qui travaillent avec pratiquement 3000 entreprises pour créer une synergie entre le monde de la formation et l'entreprise, puisqu'on sait qu'il y a des lacunes au niveau formation. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je peux vous mettre tous ces liens, en même temps que les liens que vont transmettre les intervenants. Mais quand on fouille un petit peu, on trouve beaucoup d'informations intéressantes, mais après, il faut basculer dans le concret. Alors moi, c'est ce que je retiendrai des messages de cette matinale. Il faut qu'on s'investisse d'abord, nous, les entreprises, en prenant du temps ou en trouvant parmi nos salariés EES des volontaires pour témoigner, pour prendre des stagiaires. On a de formidables outils qui ont été développés par ces associations. On voit que les résultats marchent. Après, il y a des gros programmes, ce qu'a fait Econocom, c'est peut-être pas à la portée, je dirais, de toutes les entreprises, mais ça, c'est incroyable, mettre autant d'énergie. Mais bon, ça marche aussi, parce que si vous avez 25% plus de femmes qui ont été recrutées, voilà, ça fonctionne. Après, il faut le vendre au niveau du board, de la direction. C'est au niveau d'une autre dimension, je dirais. Donc voilà, ce qu'on a voulu vous montrer ce matin, c'est que soit ça peut se faire au sein même de l'entreprise, soit en s'appuyant avec des associations qui sont au niveau régional, national, et il y a même des collectifs. Annie est là pour représenter les collectifs au niveau national. C'est quand même des fondations qui ont récupéré pas mal de fonds d'entreprises privées qui croient à ces gros projets de femmes dans le numérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la salle? Je voulais savoir comment se finance l'association, parce que personne ne paie, donc combien vous êtes à animer ces réseaux aussi dynamiques? Alors, je répète la question, peut-être, je ne sais pas si Annie a entendu. Donc, c'est comment est financée l'association de MyFuture et Moi dans 10 ans. Combien de personnes vous êtes, puisque Marie-Jo est très admirative sur ce que vous faites. Donc en fait, on a un double modèle. On a une entreprise sociale qui s'appelle MyFuture et l'association qui s'appelle Moi dans 10 ans qui pilote du coup toutes les deux le dispositif stage découverte. Et comment on est financé côté association, comme ça a été le cas pour la Fondation Femmes Numérique, on travaille notamment, c'est de répondre à des appels à projets de fondation pour défendre les projets qu'on porte au sein de l'association. Et puis on a aussi, donc là tout ce que je vous ai présenté c'est 100% gratuit. En revanche on peut proposer à certaines entreprises, notamment plutôt des grands comptes qui souhaitent être accompagnés encore plus sur la mise en place de missions d'engagement, donc sur la mobilisation des collaborateurs et des collaboratrices. C'est un point dont on n'a pas parlé mais qui est aussi une difficulté, c'est bien d'avoir des dynamiques au niveau RH ou direction qui souhaitent porter des projets. En revanche, il faut quand même que ça descende sur toute la chaîne et que tout le monde se sente concerné. Donc nous, on a beaucoup d'actions dans ce sens-là. Et puis, on est aussi soutenu au niveau des collectivités territoriales.
donc des départements, des régions, des mairies, qui souhaitent qu'on déploie notre action sur leur territoire pour accompagner les jeunes du territoire et puis créer une dynamique territoriale entre les entreprises du territoire et les jeunes. C'est aussi une façon, en fait, quand on accueille des jeunes dans son entreprise, de garder, entre guillemets, les jeunes sur son territoire et puis participer à la dynamique territoriale. Et on est, là, on va être... on est 6 ou 7 salariés, je crois, et on a aussi une service civique qui va arriver sur des missions d'animation d'ateliers et aussi des alternants et alternantes. On était 4 il y a à peu près un an, donc on est sur une bonne dynamique. Élodie, peut-être tu peux nous dire combien de personnes tu as dû embarquer au sein d'Econocom pour pouvoir monter ce programme, hein? Oui, alors on est 12 ambassadrices, mais comme on dit tout à l'heure, nous c'est la direction l'initiative vient de la direction. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup pour mettre en place des choses, pour avoir un budget, c'est très important. L'initiative vient plutôt de notre directeur. Et ça s'est fait un petit peu en discutant comme ça. Lui, il était très attaché, mais il ne voyait pas un programme derrière. Et venant du nucléaire, après l'informatique, le nucléaire, c'est très féminin également, je lui ai expliqué que quand j'étais en alternance chez EDF, j'avais un programme de diversité. Et c'est comme ça que, alors qu'on n'était pas du tout sur ce sujet-là, il m'a dit, si ça t'intéresse, on part sur un programme, propose-moi des choses, et on part ensemble sur un programme pour avoir plus de femmes chez Econocom, et même dans l'informatique de manière globale. Donc je ne sais plus la question initiale, mais c'était juste pour expliquer le nombre de femmes, et puis oui. Après, si tu peux nous dire le budget, quoi. Nous ça t'intéresse Escar, si c'est pas indiscret. Là. C'est un peu compliqué le budget, étant donné qu'il y a eu Covid, pas Covid, voilà, mais des choses qui ont été un petit peu ralenties. Mais par la suite, on pourra les annoncer. Je pense qu'en 2020, il y aura eu des choses qui seront mises en place. Là, on a eu Covid, donc on a arrêté en se disant on voit un petit peu ce qui se passe. Mais on va relancer des activités. Donc pour le budget, je préfère attendre un petit peu, mais par la suite, on pourra le communiquer. Et on est 12 ambassadrices, étant donné quand on a pris, quand j'ai pu faire ces propositions sur le programme, moi je suis de Lyon, c'est un programme qui est national. Habituellement, les initiatives sont plutôt portées par Paris, notre siège social étant à Paris. Là, l'objectif, c'était que ce soit pas forcément quelqu'un de Paris qui porte le projet, mais de Lyon. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un peu à l'opportunité. Et comme je me disais que le milieu associatif et le milieu local n'étaient pas le même partout, j'ai voulu qu'on propose des ambassadrices dans chaque région. Et donc, du coup, on est 12 ambassadrices. Il y en a un petit peu plus, il y en a une par région et 3 à Paris, plus moi qui s'occupe de Lyon, plus du national. Donc, on est 12 ambassadrices. Et après, au-delà de ça, on a à peu près 200 à 300 personnes qui gravitent autour de ce projet, avec les tuteurs pour la reconversion, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes, des femmes qui sont prêtes à intervenir sur des présentations de leur métier, etc. Donc on a un écosystème de 200-300 personnes qu'on peut contacter en France pour se dire, voilà, j'ai tel projet, est-ce que tu es dispo, est-ce que tu as envie d'y aller? Voilà. Et Econocom, c'est combien de personnes en tout? En tout, on est très très nombreux, mais vraiment sur la partie service, on est un peu plus de 10 000 en tout. Sur la partie vraiment service dont je m'occupe, on est 7 000 en France. C'est pas beaucoup, 200-300 personnes sur 7 000, mais voilà, on essaie de pas trop... on veut pas que les gens se sentent trop sollicités. Si on veut pas que les gens abandonnent au bout de 3 mois parce qu'ils sont contactés tous les jours, on essaie de pas trop les solliciter. Et donc c'est vrai que c'est plutôt des interventions assez ponctuelles, sauf quand c'est un suivi pour la reconversion où on demande à la personne de venir pendant 1 an et elle est contactée une fois par semaine, gros maximum, et c'est vraiment ponctuellement en fonction du besoin de la personne qui est reconvertie. Sinon, on essaie de pas trop solliciter les gens, sinon on sait que ça n'arrive pas à durer. Et donc 200-300 personnes qui sont investies sur le projet au quotidien, si je peux dire. Ok. Jean-Baptiste, une question? Une double question. Je vais peut-être un peu masque, ce sera plus simple. Une double question. Est-ce que vous avez des études justement pourquoi les jeunes et les filles plus précisément ne sont pas intéressés ou attirés par le numérique? Et le corollaire, est-ce que vous travaillez justement avec les collégiens, lycéens, pour leur faire tester, leur demander un petit peu ce qui pourrait les stimuler, les intéresser? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant sur le sujet de pourquoi les filles ne sont pas intéressées, ou en tout cas ne s'orientent pas spontanément, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées.
Historiquement, c'était pas le cas en fait. Il y avait au début plus de femmes qui travaillaient dans le secteur du numérique et il y a eu un basculement dans les années 80. Et il y a une enseignante-chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet qui a travaillé sur ces sujets-là. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'éléments sur comment ça se passe, elle a fait vraiment des livres et tout sur le sujet. Donc je ne vais pas résumer ses sujets de recherche en 30 secondes, mais en gros, ce qu'elle explique, c'est que historiquement, c'était des métiers qui n'étaient pas forcément socialement très valorisés. On pensait qu'il suffisait de faire de la gestion en tapant sur des boutons. Petit à petit, c'est devenu dans les représentations des métiers techniques, des métiers liés aussi aux chiffres. Et puis, en même temps, dans les années 80, il se passe quelque chose aussi au niveau de l'univers du jeu vidéo. On démocratise aussi l'ordinateur portable dans les foyers des gens. Et donc, en fait, tout cet univers de démocratisation de l'outil informatique a été créé autour d'un marketing masculin. Et donc, petit à petit, ça a fait basculer les représentations qui étaient associées à ces métiers vers des représentations plutôt masculines que féminines. Donc, en fait, c'est simplement une histoire de représentations qui ont évolué dans le temps. Parce qu'il n'y a rien d'inné dans le fait que les filles ne soient pas intéressées par les sciences ou par le numérique, puisque d'ailleurs, culturellement et historiquement, ce n'était pas le cas il y a quelques années. On était vraiment à plus de 80% de femmes dans le secteur, et aujourd'hui, on est passé sur le sens inverse. Donc, pour ces sujets-là, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'a fait Isabelle Collet. Et sur des sujets plus actuels, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est pas vraiment les années 80. Ouais. Il y a quand même des icônes féminines du numérique. Les jeunes, pour eux, un des points d'accès, c'est les réseaux sociaux. TikTok, Snap et autres, on ne l'a pas entendu évoquer aujourd'hui. Il y a aussi des femmes, tout un aspect féminin sur ces réseaux sociaux. Et est-ce que c'est pas aussi en train de changer, revenir un petit peu plus normal avec des icônes féminines qui peuvent aussi attirer et poser des questions aux jeunes filles? Alors, les icônes féminines aujourd'hui, en termes de visibilité, personnellement, j'en connais pas beaucoup. Et en tout cas, quand on va dans les classes, qu'on leur demande de nous citer une icône ou une femme qui travaille dans le numérique, ou même une femme qui travaille dans les sciences, à part Marie Curie, il n'y a pas grand nom qui sort. Donc peut-être que oui, en effet, il y a de plus en plus de rôles modèles, de personnes qui sont en capacité de parler de ces métiers, mais en tout cas, il y a encore un vrai travail à faire sur cette identification qui est possible. Donc on n'est plus dans les années 80, mais en termes de représentation, depuis les années 80, les métiers du numérique souffrent de cette méconnaissance auprès des jeunes filles. En fait, l'univers qui existe encore, qui est très présent, c'est l'univers du geek. En gros, on en est encore là, quoi. Donc après, par rapport à la deuxième question qui était qu'est-ce qui peut les intéresser, comment ils se renseignent, aujourd'hui, nous, les élèves qu'on rencontre, on leur demande où est-ce qu'ils se renseignent pour leur orientation, et à 80%, ils répondent sur Internet. Donc encore une fois, là, en effet, les réseaux sociaux, Internet, c'est une source d'information incroyable. Nous, on n'a pas la ressource aujourd'hui pour avoir un community manager, une community manageuse et être hyper présent sur les réseaux sociaux. On est trop petit pour ça. On essaye de développer, notamment sur Instagram, pour communiquer sur nos actions. Comme Hello Web, on a un enjeu de visibilité. D'habitude, nos interventions, on passe par les académies, par le rectorat. On n'a pas d'enjeu à être visible auprès du grand public. Là, Hello Web, on cherche à toucher le grand public pour qu'ils aient connaissance de l'action. Donc on a fait le choix d'aller sur Instagram. Encore une fois, il faut constamment publier du contenu. Donc nous, on n'a pas la ressource pour animer les réseaux sociaux tout le temps. Mais là, on a une recrue qui arrive fin septembre pour s'occuper justement de la partie communication digitale et pour essayer de développer au maximum la visibilité des actions comme ça sur les réseaux sociaux. Et en effet, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les réseaux sociaux. C'est là où sont présents les jeunes. Alors encore une fois, quand on discute avec eux, les réseaux sociaux, ils y vont pas forcément pour savoir ce qu'ils vont faire plus tard comme métier. Quand ils ont envie d'aller sur TikTok, c'est pour se divertir, pas pour entendre ce que c'est d'être développeuse. Et d'ailleurs, il y a Emmanuel Macron qui est intervenu sur TikTok, ça a fait une polémique aussi dans les réseaux sur ces sujets-là, parce que est-ce que c'est la place des messages qu'on veut faire passer sur des outils qui sont considérés comme du divertissement? Alors oui, on se dit c'est des outils où sont présents les jeunes, mais est-ce qu'en fait ils vont pas tout simplement zapper quand ils vont voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont envie de voir? C'est aussi une autre question qu'on pourrait se poser sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça répond aux questions. On faisait bien de la pub à la télé quand on était enfant. Oui, bien sûr. Après, ce qui est intéressant pour rebondir sur la pratique des réseaux sociaux, nous on s'est intéressés parce que nous on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nos réseaux sociaux, parce qu'il faut bien qu'on touche nos jeunes. Et justement, on faisait un peu un flop sur Instagram au début, on ne savait pas comment, parce que évidemment personne ne va aller rechercher un compte Instagram pour son orientation. Enfin, peut-être pas personne, mais sur un échantillon de 100 personnes, il y a peut-être 2 jeunes. Et du coup, on a fait un travail sur pendant le confinement, en fait, on a fait une petite enquête sur 100 jeunes à peu près,
pour connaître leurs pratiques. Enfin, c'est une enquête qu'on a appelée Code Jeune. Donc savoir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils vont regarder sur Internet, comment est-ce qu'ils vont se renseigner, des choses bêtes, mais quels sont leurs youtubeurs préférés, quels sont leurs comptes Instagram qui suivent le plus. Et du coup, nous, au niveau de la communication, ça peut peut-être être intéressant pour vous, on essaye en fait de justement prendre pour prétexte des choses qui les intéressent réellement. Donc ça va être d'autres comptes ou des petites polémiques du moment ou la rentrée scolaire, des choses qui les touchent plus directement pour ensuite présenter nos projets et l'orientation. Et ça marche vraiment bien parce que du coup, ils se sentent plus intéressés et plus intégrés en fait. C'est surtout ça parce que l'orientation, les métiers, la vie professionnelle, ça paraît très très loin pour eux. On a fait une enquête aussi sur leur perception du monde professionnel, c'est vraiment très très lointain. Donc pouvoir se rapprocher au plus de leur pratique et leur montrer qu'il y a des choses qui correspondent, leur montrer qu'au final ils utilisent du numérique tous les jours mais qu'ils n'en ont pas conscience, parce qu'ils utilisent des applications sans arrêt, ils en connaissent 10 fois plus que nous. On a fait une enquête sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus. Facebook n'était même pas dans la liste des 10 premiers. Donc même nous, on s'est sentis perdus, on a découvert plein d'applications. Donc franchement, c'est super intéressant comme résultat. Et je pense que c'est vraiment, mais même pour les entreprises, quand on présente des choses pour leur donner envie d'essayer au mieux de se rapprocher de ce qu'ils font et ce qu'ils aiment au quotidien pour leur donner envie. C'est pas forcément toujours évident, mais si on peut essayer de mettre des petites choses qu'ils font au quotidien et de s'intéresser aussi à ce qu'ils font, ça va, je pense, leur donner encore plus envie de s'intégrer et de s'impliquer. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Pas forcément une question. Moi, je suis Séverine Martin, je suis représentante aujourd'hui de la Fondation Elle Digitale. Donc forcément, vous avez évoqué super. un certain nombre. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever peut-être? Ah, pardon, excusez-moi. Donc, on a Elle Digitale dans la salle. Ouais, donc la Fondation Elle Digitale, alors moi je suis bénévole depuis 1 an à la Fondation. J'ai entendu parler de toi, Julie. Je ne connaissais pas forcément Clara et Elodie. Je pense que ça fera sens effectivement d'échanger sur certains éléments. Nous aujourd'hui à la Fondation, on exploite plusieurs des environnements que vous traitez. On fait de la communication aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a des choses à trouver ensemble, parce qu'effectivement je pense qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché de la mixité, enfin de la représentation un peu plus forte et l'inclusion de la femme dans le digital. Et je pense qu'effectivement, unir les forces sont intéressantes, d'autant plus que, en fait, j'ai noté l'ensemble des idées de tout ce qui était fait. Je pense qu'il y a énormément de complémentarité. Et donc, voilà, je recrée le lien pour effectivement qu'on puisse en parler, relayer éventuellement l'événement du 15 octobre, par exemple, et typiquement, ça peut être pas mal. Échanger. Peut-être pouvez nous dire ce que fait concrètement Elle Digitale alors, minutes. Alors la fondation existe déjà depuis 4 ans. Elle a été effectivement issue du constat que tout le monde fait, à savoir effectivement l'absence des femmes sur le marché effectivement du digital et plus largement de la technique. Et donc en fait il y a 3 axes qui ont été mis en œuvre. Donc l'axe éducation, dont on a parlé énormément aujourd'hui, sachant qu'effectivement on travaille plutôt collège et lycée, dans des actions qu'on travaille avec d'autres associations, sachant qu'effectivement il faudrait potentiellement remonter plus loin et évoquer et travailler éventuellement la partie scolaire primaire. Le deuxième axe, c'est la partie reconversion des femmes, effectivement avec des accompagnements et justement et potentiellement réfléchir, intégrer plus les entreprises dans cette réflexion, parce que comme le disait, je sais plus qui, l'une d'entre vous, forcément, il faut que nos actions portent auprès du marché. Et le marché, c'est vous qui êtes en mesure de nous dire comment, effectivement, vous fonctionnez et les besoins qui sont attendus. Puisqu'effectivement, il faut qu'on adapte nos façons d'accompagner les femmes à vos besoins. Alors, besoins, de techniciens support, etc., mais aussi, soft skills attendus, etc. Et puis, la troisième axe, c'est travailler avec des entreprises sur la mixité, parce qu'effectivement, il y a le constat, on ne trouve pas de femmes sur le marché. Malheureusement, il y a encore ce phénomène de communication qui n'est pas toujours la bonne auprès des jeunes filles, et quand on veut recruter le geek warrior du développement, ça ne parle pas toujours aux jeunes femmes. Malheureusement, dans les offres d'emploi de développement, ça existe encore. Donc voilà, donc ces 3 axes. Et il y a plein d'actions qui sont menées. Évidemment, on a été freiné dans le cadre du confinement sur les événements en live. Mais on a pu faire des podcasts avec des témoignages effectivement de femmes dans le numérique ou des plus jeunes filles
Parce qu'effectivement, un constat, c'est que, alors juste pour information, on a fait un livrable non digital, c'est un livrable papier. On a fait un fascicule de témoignages inspirants pour les jeunes femmes avec des femmes du numérique. Et en fait, le constat, ça fait 2 éditions qu'on fait, c'est que ça ne parle pas toujours aux jeunes femmes du collège, peut-être plutôt, mais enfin lycéennes, parce que quelque part, elles se disent, ouais, mais enfin, elle est gentille, elle a 40 ans, moi, j'en ai 20. Il y a encore un long chemin et la marche à monter, elle est énorme. Donc la prochaine édition, on se rapprochera plus des jeunes avec des profils qui sont en formation, des étudiantes, etc., pour que ce soit encore plus en proximité avec leurs enjeux, leurs problématiques. Donc voilà, et voilà, c'était pour dire ce qu'on faisait, mais on a fait encore plein d'autres actions. Et on est en train de se remobiliser, de retravailler le parcours d'accompagnement des femmes en reconversion. Donc on aura besoin de justement témoignages, ou en tout cas que des entreprises puissent participer avec nous justement sur cette réflexion et identifier le bon parcours d'accompagnement. Voilà ce que je peux dire, mais donc enchantée pour discuter et bienvenue, et de la même façon on a besoin de soutien effectivement des entreprises pour avancer, continuer ces actions au quotidien. Merci d'être venu. Il y a une action de rapprochement avec El Digital et le DIRA. Et voilà, et ici, qui a été retardée par les événements. Et d'ailleurs, nous étions ensemble à une réunion, en fait, de la réunion sur la mixité de la numérique. Donc c'était en juin. Et moi, j'ai été très très surprise. Il y avait 40 organismes qui ont candidaté à appel à projet. Donc le nombre d'organismes aujourd'hui qui militent pour la mixité, pour le fait que les femmes s'intéressent davantage au numérique est quand même assez important. Parce que moi, j'ai découvert dans la Drôme, dans des régions vraiment éloignées des organismes qui s'étaient mis en place. Toi-même, on en a parlé. Oui, tout à fait. Nous étions surprises de voir qu'effectivement l'Inde, par exemple, très étendu, un peu rural, il y a énormément d'initiatives. D'ailleurs, ils ont été lauréats et gagnants de l'appel à projet. En fait, ce qui aiderait les entreprises, c'est qu'il y ait une association qui fasse la cartographie de toutes les associations qui existent. Parce que vraiment, nous, on s'y perd. La région l'a fait, puisque 40 donc ils ont forcément la directalité. Celles qui ont eu connaissance de cette initiative Charte pour la mixité ont dû répondre, parce que finalement, ça peut générer des subventions. Et comme l'Argonne est la mère de la guerre, je pense qu'effectivement, elle a intérêt à se la connaître. Donc la région doit avoir recensé et fait cette cartographie. Donc au niveau de la région, là, il faudrait s'adresser à qui Juliette Jarry. Oui, d'accord, ok. Sur le site Femmes, vous pouvez trouver, en tout cas pour le collectif qui participe, 50 associations, une carte avec les caractéristiques chacune. Vous avez fait une fiche d'identité, donc c'est peut-être pas exhaustif, mais ça peut déjà vous donner une visibilité sur un bon nombre d'entre elles. D'accord. Donc je reprends, aller sur le collectif de femmes numériques où elles sont toutes reprises. Si vous permettre de rajouter quelque chose, Marie-Josée, effectivement, m'a permis m'accueillir aujourd'hui, et effectivement, on est en train de travailler la relation avec Nadia. Elle me fait évoquer aussi quelque chose que j'ai relevé la semaine dernière en étant au SIDO. Déjà le SIDO, environnement quand même très masculin, donc beaucoup de gens se sont interrogés sur ce stand très féminin au milieu effectivement d'une population masculine. Et alors, des jeunes hommes sont venus nous rencontrer d'Epitech et nous disaient, alors qu'est-ce que vous faites pour effectivement mobiliser les jeunes femmes, parce que nous on est vraiment inquiets dans nos écoles. Et il m'a fait prendre conscience de quelque chose que je n'avais pas du tout pris en compte, c'est qu'effectivement on travaille pour faire venir les jeunes femmes dans les études scientifiques. Mais alors quand elles y sont, vraisemblablement il y a une énorme déperdition entre la première année où, alors elles ne sont pas nombreuses, elles sont 18, à savoir peut-être 20% de la promo, et ben en troisième année, il n'en reste plus que 5 potentiellement, c'est ce qu'ils nous expliquaient. Et du coup, effectivement, là la fondation a mis les doigts dedans en disant qu'on avait peut-être, au même titre qu'on accompagne des femmes à la reconversion, c'est pas simple à faire parce qu'effectivement c'est risqué. Il y a des jeunes femmes qui vont dans les filières scientifiques et que potentiellement nous perdons parce qu'elles ne se retrouvent pas
dans les formations. Dès que la filière devient très technique, oui, elles partent et elles vont plus vers la communication digitale ou les data. Voilà. Donc il y a une bifurcation avec 2 ans, 2 ans d'études, tronc commun, et après vous s'orientez plus vers des filières plus. Voilà. Mais après, il n'y a pas quelque chose à mettre en œuvre, puisqu'il y avait vraiment cette inquiétude et que. Est-ce que vous avez pu regarder Vous notez qu'en fait, quand l'épidémie est arrivée, on a parlé de Monsieur Covid et maintenant c'est Madame Covid. Donc si on pouvait avoir la même. Je crois qu'il y a une confusion entre le virus et la maladie. Oui, la maladie. Et ça, c'est masculin, mais la maladie. Oui, c'est pas très sympa d'avoir basculé. Masculin-féminin. Oui, pour l'Épithèque, est-ce que les jeunes de l'Épithèque se sont pas dit qu'il y aurait peut-être eux-mêmes au niveau de leur comportement, est-ce qu'ils seraient prêts à se remettre en cause? Parce que oui. Alors, il y a de ça aussi, il n'y a pas que le code, je pense, qui éloigne, mais il y a aussi les mecs entre eux, quoi. Ils sont très masculins. Ah, il y a Jean-Baptiste qui. En fait, j'ai une question depuis tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensiez pas aussi que ça manque d'hommes dans ces réflexions? Tout simplement parce qu'en fait, ça me rend un petit peu le propos en ce moment. On crée 2 mondes un petit peu côte à côte. Et la mixité, on s'en éloigne encore un peu si on fait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Alors il y a Ophélie. Non, mais si je peux me permettre de répondre, le fait de vivre dans un environnement très masculin et l'expérience qu'on peut en tirer en tant que femme, c'est quelque chose qui ne sera pas visible par un homme. Donc du coup, c'est très dur de parler en première intention à une assemblée d'hommes de ce que peut être l'expérience d'être une femme dans un environnement masculin. Qu'est-ce qui peut être fait pour l'améliorer? Quelles sont les initiatives qui marchent? Quelles sont les initiatives qui ne marchent pas? Genre faire des affiches roses avec des paillettes par exemple, c'est un peu une chose bonne idée. Donc je pense que c'est important que les femmes parlent aux femmes des expériences qu'elles peuvent avoir et de comment améliorer ces expériences-là. Parce que si les hommes veulent s'y intéresser, c'est super chouette et c'est super intéressant, mais c'est des expériences qu'ils ne peuvent pas partager, dont ils n'ont pas connaissance, c'est des choses qui passent un peu sous leur radar, parce qu'ils ne le vivent pas. Oui, mais ça c'est bien pour mettre un sparadrap en point de course, c'est-à-dire pour réconcilier les 2 mondes. Mais c'est pas comme ça qu'on crée un monde différent où les gens cohabitent dès le début. Je pense que les 2 sont nécessaires. Ouais, mais pour te répondre, oui, nous à la Fondation c'est très clair, on est essentiellement féminine et c'est vrai que si on a une demande et on cherche du renfort, d'avoir plus d'hommes parce qu'effectivement je pense que l'équilibre, on est tous d'accord, l'équilibre partout c'est une réalité, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes, il faut effectivement qu'on puisse porter ce sujet à 2 quoi. Et moi je pense que, même si je pense que les figures, il faut qu'elles soient présentées par les femmes, je suis assez d'accord parce que faut que les jeunes filles puissent se projeter. Aujourd'hui les hommes sont prépondérants, donc voilà. Mais n'empêche que pour porter le sujet et les actions, je pense qu'effectivement à nos côtés il faut des hommes plus nombreux. Donner la différence entre la reproduction ou pas. Voilà. Et puis sensibiliser aussi les hommes à la mixité. Oui, nous on a fait l'erreur clairement au début de se dire c'est que pour les femmes. Donc on veut des marraines, et on a fait que femmes. Et moi j'ai des hommes qui sont venus voir, mais moi aussi je veux plus de femmes dans l'informatique. Et c'est vrai qu'au début c'était pas logique pour. Et ils se sont dit ah oui c'est vrai que on a besoin des hommes pour avoir plus de mixité. Parce que si on fait ça très bien entre femmes et quand elles arrivent finalement dans nos entreprises et il n'y a que des hommes, comment c'est accueilli? Alors que là, avoir des hommes qui viennent avec nous en tant que tuteurs pour la reconversion, ça leur montre que elles vont être bien acceptées et ça les pousse eux à être plus ouverts aussi. Parfois ils ne sont pas tous très ouverts, on va être très honnête, on a des bons machos partout en France et partout ailleurs, il n'y a pas que dans l'informatique, mais on en a. Et le fait qu'il y ait des hommes justement qui viennent dans nous, donc finalement le groupe est ouvert et mixte, ça se dit pas, c'est un truc de nana, excusez-moi, mais on va être assez honnête. Et au contraire, le fait qu'il y ait maintenant des hommes, ça donne encore plus de légitimité à la mixité. Donc il y a bien des réflexions qui doivent être faites, le ressenti, comment c'est au quotidien d'avoir le regard des hommes, etc. dans un monde informatique. C'est un truc, je pense, qu'on partage entre femmes, mais les initiatives, il faut vraiment qu'elles soient portées par une femme, c'est bien, mais qu'elles soient accompagnées avec des hommes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et puis si on veut montrer la réalité c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes. Oui. Donc nous, même dans nos stages, certes, on a des offres fléchées pour les jeunes femmes, mais c'est pour ça qu'on sensibilise tous les collaborateurs
à la fois les femmes et les hommes à l'accueil de jeunes femmes pour que les hommes ne soient pas pourquoi il y a un groupe de femmes qui arrivent comme ça dans l'entreprise et inversement que les jeunes femmes ne se disent pas c'est bizarre, c'est une société où il n'y a que des femmes et il n'y a aucun homme, il n'y a pas de mixité. Il faut vraiment avoir ce balancier un petit peu. Pour rebondir aussi, votre démarche c'est de faire venir plus de femmes dans le numérique, mais je crois aussi qu'il y a des hommes qui fuient le numérique parce que c'est un milieu trop misogyne, trop macho. Et là aussi, il y a un enjeu, c'est-à-dire que si on veut plus de femmes, il faut aussi plus d'hommes qui les accueillent et pas qui considèrent que c'est un métier ouvert aux deux sexes. Et aujourd'hui, c'est pas encore ça. Il y a aussi des hommes qui fuient parce que c'est un milieu misogyne. Ça commence à bouger un petit peu. Pas trop le web. C'est-à-dire qu'on est dans la partie infrastructure, réseau, etc. Vraiment, dans la technique, là, ça. Vraiment d'accord. Et du coup, moi j'avais une question pour le digital. Vous avez des partenaires entreprises qui sont des grands noms français ou de la région. Est-ce que les DRH de ces entreprises, est-ce que les directeurs du recrutement, je dis bien directeurs et pas directrices, s'impliquent aussi dans vos démarches? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils s'intéressent? Ou est-ce que c'est juste ce sont des partenaires mais un peu plus éloignés? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont un impact aussi sur ce côté un peu qui peut être par moments misogyne dans l'entreprise et aussi permettre une ouverture des esprits, de la culture. Alors déjà, juste pour préciser ce que je n'ai pas indiqué, donc, elle existe depuis 4 ans et essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, c'est une même si effectivement on nous demande parfois, ce serait chouette d'avoir ça ailleurs. Aujourd'hui, on a plutôt des financements publics et on aimerait avoir plus de financement, quand je dis financement, c'est du soutien des entreprises. C'est vraiment une démarche justement qu'on est en train de travailler aujourd'hui, qui est un peu ralentie évidemment ces derniers temps. Et après, effectivement, dans les grands noms, on a Orange qui nous soutient. Et on voit CJ, évidemment. Voilà. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est pas. Donc ça m'intéresserait de savoir s'ils sont vraiment impliqués au-delà d'une approche financière. Oui, au-delà. Alors, ça, c'est tout le travail qu'on est en train de mener en ce moment. Je peux juste me permettre de répondre là-dessus parce que nous aussi, on travaille avec des entreprises. Par exemple, la Fondation Renault nous soutient pour le développement national. Et je peux prendre le micro. Il éteint. Est-ce que c'est bon? Et donc, il y a des entreprises qui ne vont pas du tout s'engager au niveau de la direction. Par exemple, à Lyon, on avait Rhône Express, qui appartient au groupe Vinci, qui a accueilli une semaine de stage. Et on avait le grand directeur qui se mettait autour de la table avec nous et qui a construit le programme, des trucs hyper logistiques qui, on se dit, c'est de l'opérationnel, ça ne va pas l'intéresser. Et en fait, il a participé aux 3 réunions de préparation de la semaine, au même titre que l'interlocutrice plutôt opérationnelle avec qui j'étais en contact. Donc il y a des gens, notamment un homme pour le coup qui était directeur là, de Rhône Express, qui s'est engagé. À l'inverse, on travaille avec d'autres entreprises. Moi, je travaille avec Michelin, jamais vu le grand directeur de Michelin s'asseoir autour de ma table. Mais ça dépend encore une fois des structures. Et ce qui est un peu frustrant parfois, c'est que ça dépend en fait des individus qu'on a en face de nous. On ne peut pas faire de généralité sur les grands directeurs ne s'investissent pas. On ne peut pas dire à l'inverse, personne. Je ne dis pas que c'est votre propos du tout. Mais en fait, aujourd'hui, pour travailler sur ces sujets, ça va dépendre dans Econocom de l'arrivée d'Élodie François qui va vouloir porter l'initiative. Ça va dépendre de telle personne qui va avoir envie de s'y intéresser. Et c'est là, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est lié à des individus qui vont se saisir de la thématique. Donc nous, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en a au sein de l'association. Et puis des individus qui sont le plus haut possible, parce que concrètement, c'est vrai que dans les contacts qu'on peut avoir, on a des hommes notamment qui nous contactent, qui sont intéressés par le sujet. Malheureusement, ils ne sont pas forcément au niveau qui sera suffisamment porteur pour faire un arrosage dans toute l'entreprise. Et c'est là qu'en fait on plafonne un petit peu parce que il faut effectivement que les décisions ou l'envie soient portées par les directions en général. Donc c'est vrai qu'accéder, il faut aller le plus haut possible, et c'est pas toujours évidemment simple. Super. Il me semble qu'on a fait un très beau tour de la question. Il est 11h37, donc le timing est absolument parfait.
Alors un grand merci. Alors ce que je retiens, c'est qu'il faut être un peu malin pour faire venir ces jeunes filles, quitte à ruser un petit peu pour que les candidates choisissent les bonnes offres. Et après, il faut continuer la mixité au niveau des entreprises, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes qui s'occupent de ce type de projet pour que ça marche. Eh bien, donc un grand merci à Julie, Clara, Elodie et Annie qui est à distance, qui a tenu. Donc voilà, merci à toutes et merci à vous tous d'être venus. C'est peut-être une des dernières sessions de la DIRA en présentiel parce qu'on attend encore de nouvelles informations, de nouveaux décrets qui risquent de tomber un peu plus restrictifs. Donc on a eu cette chance de pouvoir utiliser cette fenêtre au bon moment. Merci.